Bienvenue sur VoyageCast, le podcast qui vous parle de voyage. Au sommaire de cette émission, l'interview de Loïs qui va nous parler de l'Afrique et en fin d'émission, quelques petites nouveautés qu'il va y avoir sur le blog ainsi que les prochaines interviews que nous allons avoir. Mais tout de suite, voici l'interview de Loïs. On dit le Zimbabwe maintenant, je me trompe? Vous croyez? À ce qu'il paraît. Laissez-moi deviner, vous êtes ici pour faire avancer les choses, hein? Et vous pour vous remplir les poches? Je suis là parce que j'ai rien de mieux à faire. C'est dommage. Pas vraiment. Ceux de l'aide humanitaire restent juste assez longtemps pour se rendre compte qu'ils ne servent à rien. Le gouvernement ne veut rester au pouvoir que le temps d'en piquer suffisamment pour s'exiler vers d'autres cieux. Et les rebelles, eux, ne sont pas certains de vouloir l'emporter pour se retrouver à gouverner ce merdier. Mais... CCA, pas vrai, Med? CCA. C'est quoi, CCA? Ça, c'est l'Afrique. Exact. Et bienvenue dans notre épisode de VoyageCast. Voici l'interview de Loïs. Salut Loïs. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as voyagé? Alors ouais, bien sûr, je m'appelle Loïs, j'habite aussi en Suisse. J'ai énormément voyagé avec mes parents déjà, avec ma famille, aux Maldives. J'ai été aux États-Unis aussi, dans toute l'Europe, bien sûr. Et puis, bien sûr, après, j'ai été toute seule en Afrique. Ok. Alors, avant de continuer un peu plus loin, on va juste signaler une chose, c'est qu'on fait partie d'une communauté religieuse qui nous rend le voyage très facile. Nous sommes témoins de Jéhovah et c'est pour nous extrêmement facile de se déplacer puisqu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir nous trouver un endroit où dormir, qui va pouvoir nous trouver un bus, un taxi, qui va nous aider dans nos voyages. Et c'est peut-être pour ça que les conseils qu'on va donner... On a eu un voyage relativement facile et c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est ce qui nous a permis aussi de nous déplacer souvent seuls. Exactement, c'est ça qui m'a permis d'aller toute seule alors que je suis une fille et j'avais à l'époque que 19 ans. Voilà, exactement. Donc peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, qui auraient l'idée de le faire aussi, organisez votre voyage peut-être un peu plus que nous l'avons fait. On avait des amis partout. Exactement, heureusement. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Ce qui nous a permis aussi de ne pas aller dormir à l'hôtel et de dormir chez l'habitant. C'est bien sûr une expérience beaucoup plus enrichissante que d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Alors on va enchaîner directement sur la Guinée. Tu as fait un petit voyage. Alors on va peut-être pas trop s'éterniser là-dessus. Tu voulais nous parler d'un point précis qui s'est passé, qui va peut-être nous aider à comprendre un peu comment ça se passe le voyage en Afrique. Effectivement, quand j'ai préparé mon voyage, ça allait déjà pas trop fort dans le pays. Il y avait un peu des mouvements, des annonces de grève et c'était un peu instable. Et j'ai pas fait trop attention. On m'avait dit que ça allait quand même passablement bien, qu'il fallait pas dramatiser aussi la situation. Quand je me suis trouvée sur place, malheureusement, du jour au lendemain, c'était la grève générale dans tout le pays. La grosse catastrophe parce que en tant que blanc, on n'a plus le droit de sortir à partir de ce moment-là. C'est trop dangereux. Heureusement, j'ai été aidée, des amis m'ont hébergée, mais c'était une situation extrêmement difficile, terrifiante par moments. Le contact avec l'extérieur est totalement coupé. Il faut vraiment prendre en compte que dans ce genre de pays, des fois, du jour au lendemain, toute la situation change. Alors c'est pas grave de se trouver dans un pays en vacances alors qu'on attend de savoir est-ce qu'on va être rapatrié, si oui comment, avec des hélicoptères, est-ce que même on va être rapatrié. Ça c'est déjà des choses qui sont trop stressantes à vivre. Je le souhaite à personne. Voilà, exactement. Et puis, je suis ton frère, hein, on va le dire, et c'est vrai que d'ici, on avait beaucoup de difficultés à savoir ce qui se passait vraiment, à savoir comment ça allait. C'est vrai que si on peut choisir avant de se déplacer dans un pays, on choisira un qui est plus ou moins calme, on va dire. Ça reste l'Afrique, ça reste relativement incertain pour certains pays, mais peut-être pas abuser de la bonne volonté, hein. Exactement. Non, mais heureusement tout s'est bien passé. J'ai quand même pu rentrer en Suisse avec un avion. Tout s'est bien passé. Ok, alors on va laisser ça derrière et puis on va parler du Bénin. Exactement, le Bénin alors beaucoup plus tranquille. J'ai pu même y passer 12 mois au total. 12 mois, pas mal. Et moi, je t'y ai rejoint donc pendant 3 mois, ce qui nous a permis de voyager aussi au Togo et au Niger. On en parlera un petit peu après. Alors le Bénin, quand on y arrive, c'est quoi l'impression? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu sors de l'avion? Alors c'était ton deuxième voyage en Afrique, donc t'as peut-être pas eu la claque que moi j'ai eu en l'occurrence, mais qu'est-ce que c'est la photo que t'as quand t'es sorti de l'avion? Je faisais absolument tâche parce que il faut se rendre à l'évidence, ça se remarque qu'on est blanc et que du coup on est en minorité cette fois-ci. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vivre au jour le jour avec et avec le temps ça passe, mais c'est plusieurs mois qu'il faut pour ne plus remarquer ça, pour plus ne se sentir un peu. Je me sens un peu visée. Mais sinon, bien sûr, extrêmement chaud, la température est différente, il fait lourd. C'est totalement un autre climat.
Ouais, moi je me souviens d'avoir eu l'impression d'être un peu perdu. Je me disais, mais au secours, où est-ce que je suis? Parce que c'est vrai que les aéroports, c'est pas vraiment comme Non, l'aéroport c'est de la New York foire. non plus, hein. Voilà. C'est la C'est, foire. voilà, c'est un peu la foire. Mais c'était très marrant. Bon, heureusement, toi, t'étais là pour m'attendre à l'aéroport. Alors après, Cotonou, hein, c'est une des grandes villes du Bénin. C'est pas la capitale, c'est Porto Novo, la capitale. Mais ça ressemble à quoi? Une grande ville africaine. C'est poussiéreux, très très bruyant. Ça grouille de monde partout toujours. Et puis il y a rien qui est défini. Ici, on a des routes, des trottoirs, on a où est-ce qu'on doit passer dans la rue. Là, c'est tout chaotique en fait. Même si ça s'est beaucoup amélioré, hein, ils ont commencé à goudronner certaines routes, mais ça reste toujours très très chaotique en comparaison d'ici. Ouais, c'est clair. Et alors, bah voilà, je suppose t'as passé ta première nuit là-bas. Et ensuite, t'as visité un peu Cotonou. T'as fait quoi? Non, je me suis rendue en fait directement à l'endroit où des amis avaient déjà logé une chambre pour moi. Et ça, c'était plus à Cotonou même, c'était à Calavi. C'est là que j'ai passé en fait tout mon séjour. J'avais une petite chambre dans une maison en fait, parce que il n'y a pas des immeubles comme ici, ce sont des cours avec autour des maisons un peu peut-être 2 étages, mais vraiment maximum. Et sinon, ce sont des chambres chaque fois avec la porte qui donne sur l'extérieur. On vit en communauté. Il y a personne qui vit tout seul en Afrique. On vit en communauté, tous ensemble. On entend tout. On est ensemble. Oui, je me rappelle de mon voisin qui se ramenait à 1 heure du matin avec sa musique du Natel à fond. C'est vrai qu'on vit ensemble. Ça fait partie du jeu, exactement. Mais après, on n'a pas le sentiment d'être toujours seul, abandonné dans notre chambre. Il y a toujours du monde. Ça fait du bien aussi, d'un autre côté. C'est pas mal du tout. Alors qu'à la vie, ça ressemble à quoi? Parce que du coup, c'est plus du tout la grande ville. Non, pas du tout. C'est là, alors il y a vraiment seulement une route qui part de Cotonou sur le nord. Celle, elle est goudronnée et après, ça passe par Calavi, cette route goudronnée. Et après, ce sont que des chemins en terre battue. Tout est droit, mais c'est vraiment c'est plat, très 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 plat. Il y a des arbres de temps en temps, alors ça aide un peu à se situer où est le manguier, où est tout telle chose, mais sinon c'est des petites maisons par-ci, par-là, mais entre-temps plein de champs de maïs, de champs laissés aussi comme ça. Ouais, je me rappelle des termitières aussi, hein. Assez impressionnant. Ça c'était chouette, ouais, c'était joli. Aussi ces arbres assez bizarres là où t'as plein d'oiseaux qui font un bruit impossible. C'est cacophonique, ouais, de certains endroits. Il y avait aussi certains petits comme ouais des petites forêts, mais ça c'était des endroits on n'y rentrait pas quoi, c'est très sauvage. Voilà. Oh, tu peux juste nous expliquer le coup des forêts, enfin principalement au Bénin, parce que c'est vrai qu'on s'y rend pas, il faut peut-être expliquer pourquoi. Ce sont des lieux qui sont utilisés pour vraiment pratiquer le vaudou. Donc ce sont des lieux sacrés. Il faut vraiment se renseigner auprès des gens qui y habitent. C'est pas dangereux, c'est pas que c'est grave. Il y a rien qui se passe. Moi, j'ai jamais rien vu. Mais on me dit, ben voilà, telle forêt, on n'y va pas. C'est la forêt sacrée de tel et tel dieu ou de tel et tel endroit et on doit simplement pas s'y rendre. On doit respecter ça. Voilà, exactement. Bah, c'est l'idée dans les voyages, hein. On n'est pas chez nous, on fait comme les gens nous disent, d'où l'intérêt justement d'avoir vraiment une grande interaction avec la population qui, elle, sait où on a le droit d'aller ou pas. Il y a aussi des endroits en tant qu'Africains, ils peuvent aller, et où nous, ben, c'est mieux pas. On n'est pas chez nous, on respecte. Puis mieux vaut poser 10 fois la question ou être un peu bête en nous posant trop de questions que ne pas poser la question puis mettre les pieds dans le plat. Ça ne le fait pas non plus. Exactement. Alors ok, voilà pour la petite image de Calavi. On y mange quoi? On va faire comment sans shopping quand on est dans un petit village africain comme ça? Ben, il y a deux possibilités, je dirais. On va soit au marché. Il y a un marché à Calavi qui se trouvait tous les jours. Là-bas, tout est ouvert tous les jours. Donc le marché, on y trouve tous les produits de base vraiment que les Africains mangent. Donc ça restera vraiment les céréales, le riz, les farines qu'ils mangent aussi, ainsi que certains fruits, légumes. Des condiments comme la sauce tomate, l'huile et ainsi de suite. Mais ça sera pas des choses qu'on aura nous. Peut-être il nous manquera des choses si on va seulement au marché. Et après il y a partout dans chaque maison en fait des petites boutiques que chacun ouvre. Et là on trouve un peu du chocolat ou des barres de céréales, des trucs qu'on n'a pas même idée que ça existe en Afrique, mais il y en a. Alors c'est un peu dans chaque échoppe, dans chaque petite boutique. Dans chaque rue, il y en a. Il faut juste se renseigner où est-ce qu'on veut aller. Et là, on trouve aussi, il y a des congélateurs, donc il y a du poisson congelé. Il y a tout ce genre de choses. Ouais. Alors un petit truc marrant peut-être, quand tu achètes quelque chose au marché, ça se passe comment? Parce que bon, ici on a nos prix fixes, mais en Afrique ça se passe pas la même chose. Alors, ils mettent tout en tas. Il y a un tas de bananes, un tas d'oranges. Et en fait, voilà, il faut demander le prix. Ils nous donneront le prix du tas qu'on a devant nous.
Bien sûr, ça sera un prix, si nous on le demande en tant que blanc, ça sera 10 fois le prix normal. Alors moi, ce que je faisais, comme j'avais contact avec des gens qui habitaient, vraiment qu'ils étaient de la ville, je leur demandais toujours ça coûte combien ça? Ça coûte combien? Et ensuite, avec le prix que je savais combien ça coûtait, j'allais au marché et puis ben je faisais descendre le prix jusqu'à que j'aie un prix raisonnable concernant le prix qu'on m'avait indiqué parce que sinon on se fait beaucoup avoir. Ou la meilleure des solutions, si on est un peu flemmard, ben on envoie quelqu'un au marché pour nous et ils font les commissions et on s'en sort beaucoup mieux comme ça. Voilà, exactement. Alors l'idée, bien sûr, c'est pas de discuter sur 10 francs CFA, hein, parce que Non, ça sert à accessoirement, nous, on rien. a assez d'argent. Mais c'est vrai que ça fait partie du jeu, hein, comme dans beaucoup de pays, d'argumenter, de discuter. Alors ça rend toutes les transactions beaucoup plus longues, mais ça fait partie aussi de la vie de là-bas. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, à part quand t'es stressé pour acheter un truc. On s'y amuse et puis on s'y prend au jeu et puis c'est agréable. Puis finalement, quand on revient ici en Suisse, on se dit mais pourquoi on discute pas le prix? Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que vu les prix des vu le prix des choses en Suisse, ça pourrait être pas mal si on pouvait discuter un peu. On aurait lancé l'idée, ouais, pourquoi pas. Voilà, pas mal. Alors voilà, Calavi, je me rappelle d'une excellente pizzeria, hein, ça paraît bizarre une pizzeria en Afrique, mais un cybercafé pizzeria, c'était pas mal. Avec la boulangerie, avec les croissants au chocolat, effectivement. Voilà, donc comme quoi on peut être perdu au milieu de nulle part et quand même avoir des bons trucs. Voilà, on va revenir peut-être un peu sur Cotonou parce que on y allait de temps en temps pour faire le marché. Oui, alors c'est le grand marché, le Dantokpa, ça s'appelle. Le marché Dantokpa, c'est le marché à aller voir, mais jamais seul. Alors là, faites-vous vraiment accompagner parce que seul, vous allez vraiment vous faire avoir. Il y a des voleurs, c'est franchement pas agréable d'y aller tout seul. On nous remarque et on profite de nous. Mais quand on est accompagné, c'est super. Le marché, c'est vraiment agréable. Il y a de tout. C'est un choc pour les yeux parce qu'il y a vraiment de tout, de toutes couleurs. Et c'est super. Moi, c'est l'endroit que je préférais en Afrique, le marché. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé très rigolo. Je crois que j'ai été le jour d'après que je suis arrivé, hein, parce que je me suis dit, moi, je veux m'habiller comme un Africain et tout. C'est beaucoup plus agréable et puis, enfin, c'est un peu plus cool, quoi. Et je me rappelle que j'ai trouvé ça, mais super grand. C'est énorme. T'as plein de trucs, plein de gens veulent te vendre plein de trucs. T'as des tas d'habits par terre et tout ça. Mais c'est très très rigolo. Enfin, ça change, quoi. Et effectivement, c'est incroyable. Il faut vraiment aller puis prendre vraiment une journée entière puis marcher dans ce marché partout pour essayer de voir le maximum de produits, le maximum d'objets. C'est vraiment super. Ouais, ouais, t'as la nourriture, tout ça. Enfin, c'est vraiment génial. Enfin, juste peut-être le seul truc dans les marchés en Afrique que j'ai pas aimé, c'est la viande. Parce que avec de la viande à 30 degrés. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marchés, c'est par quartier. Donc, il y a le quartier où il y a plus les objets pour des savons. Et après, il y a l'endroit où c'est plus les habits, l'endroit où c'est la nourriture. Et donc, du coup, quand on voit qu'on arrive du côté viande, on peut faire demi-tour et puis passer. C'est quand même pas mal regroupé. Il y a un certain ordre aussi, Il y a une visiblement, dans les certaine marchés. logique, ouais. Ouais, quand même. C'est vrai. Ce qu'il faut se dire aussi en Afrique, c'est que globalement, on achète beaucoup par petite quantité. Parce que les gens n'ont pas vraiment beaucoup de réserves, donc ça s'achète presque au jour le jour. Donc du coup, notre lessive, on n'achète pas 10 kilos de lessive, on achète par petits sachets et tout ça. C'est très très drôle aussi. Chacun vit au jour pour le jour, donc les quantités sont pour le jour aussi. Alors, du moment qu'on s'est déplacé de Calavi à Cotonou, comment on s'y déplace entre les villes, dans les villages? Comment ça se passe? Alors, il y a deux possibilités, mais moi, je vous conseillerais en tout cas une. Il y a les taxis. Alors, ce sont des taxis qui roulent sur les grandes artères, sur les endroits où c'est plus ou moins goudronné. Un taxi, c'est pas comme ici, on connaît, où c'est quelque chose de cher, c'est seulement les gens qui sont riches. Les taxis, là, tout le monde peut les prendre. Et ce sont des taxis qui roulent égal tout le temps. Et ils prennent et ils vont quelque part, mais les gens rentrent et sortent. Ce taxi est toujours plein. C'est 2 à 5 personnes à peut-être 8 personnes qu'il y a dans le taxi. Et on partage le taxi et on paye suivant le trajet qu'on a fait. On ne doit pas payer un seul prix, mais c'est suivant si on va plus loin, on doit payer plus que si on va plus près, ainsi de suite. Ça, c'est un très bon moyen de transport. C'est un peu serré. Et quand il fait chaud, c'est super désagréable. Surtout que les gens, des fois, ouais, faut vivre très proche des gens. Mais sinon, il y a une deuxième possibilité, puis ça, c'est les motos. C'est des taxis motos. Alors eux, ils prennent 1 à 2 personnes et ils vont vraiment de l'endroit qu'on veut à l'endroit qu'on veut. C'est vraiment qu'on peut le commander de tel endroit à tel endroit. Et c'est pour certains très dangereux d'y aller. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les motos. C'était super. C'est le meilleur moyen de transport.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé sur les motos, ça s'appelle les M hein, là-bas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu discutes tout du long avec le mec qui te conduit, quoi. Ah, on dirait qu'il conduit pas parce qu'il est occupé à 10 000 autres choses. Ouais, voilà, exactement. Et tu discutes avec lui de plein de trucs, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Et c'est vrai que c'est aussi, je trouve, un moyen de rentrer en contact avec la population vraiment génial. Même si des fois tu te dis, ce coup-ci, on va pas passer le virage. En principe, ça passe. Exactement, mais même dans le taxi, on discute avec les gens, on demande qu'est-ce que tu fais là, où tu vis. C'est très très chaleureux, on passe notre temps à discuter, en fait, avoir un contact humain. Ouais, voilà, c'est un peu le but de Voyage Cast aussi, hein, c'est de partager toutes ces choses-là, parce que ce qui est enrichissant, c'est pas seulement les paysages, c'est aussi les gens. Ça nous ouvre vraiment la tête et ça nous ouvre plein de fenêtres qu'on n'aurait jamais pensé ouvrir. Après, à Cotonou, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Est-ce qu'il y a des marchés un peu spéciaux? Parce que là, on a parlé nourriture, on a parlé un petit peu habits. Est-ce qu'il y a d'autres choses à acheter, de l'artisanat par exemple? Bon, à Dantokpa, il faut savoir que c'est là qu'on peut acheter les meilleurs tissus africains pour se faire ensuite coudre les habits. Ça, c'est vraiment l'endroit qu'il faut aller, quoi. Juste un petit break, les habits, parce que ça, c'est génial aussi. Comment on fait pour avoir des habits là-bas? Bah, il y a deux manières. Soit on achète le vraiment tissu africain et on se le fait coudre sur mesure, le modèle qu'on veut, ça laisse beaucoup de liberté. Soit on va aux secondes mains. Donc il y a un endroit du marché vers Dantokpa, pas très loin, hein, je sais plus exactement maintenant le nom, où ils reçoivent des kilos et des tonnes d'habits de l'Europe. Donc c'est des habits vraiment européens et ça passe de 1 franc l'habit à là on peut avoir vraiment des habits qui sont chers, mais en général c'est 1, 2 francs, 5 francs maximum pour tel ou tel habit. Ça peut être des jeans, ça peut être vraiment de tout. Ouais, exactement. Je me rappelle quand tu vas chez le tailleur, là, tu vas avec ton tissu et puis tu regardes un peu les modèles qu'il a en photo. Et puis après, le mec, il fait ça, il te prend les mesures et tout ça. C'est super drôle parce qu'ici, on le fait jamais. Ça coûte des sommes astronomiques, mais là-bas, tu le fais et c'est rigolo et les résultats sont vraiment géniaux, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré en tout cas. Ah, c'est super. C'est un rapport totalement différent avec les habits quand on peut se les faire coudre soi-même, quoi. C'est super. Alors, on a fait un petit break sur les habits. L'artisanat, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a un centre de promotion d'artisanat, justement, qui est au boulevard Saint-Michel. Et là, c'est agréable d'y aller parce que ça regroupe un peu tous les artisanats qu'on pourrait trouver ailleurs, mais c'est en un endroit seulement. Et ce sont des petits stands. Et là, on peut trouver tout ce qui est figurines de bois, tout ce qui est artisanat aussi sur le tissu, tout ce qu'ils font aussi avec les tissus. Par exemple, ils cousent des sacs, ils ont vraiment beaucoup d'idées pour les tissus, c'est super. Et il y a aussi un petit peu de ce qui est bijoux et choses comme ça, mais j'ai pas trouvé spécial au Bénin côté artisanat pour les bijoux. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Mais sinon, c'est intéressant d'aller à ce centre de l'artisanat. Ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est que ils ont pas beaucoup de stock, donc du coup tu peux leur dire, ben voilà, je veux cette figurine-là, et tu reviens 3 jours plus tard et tu l'auras, quoi. C'est aussi un peu bizarre, quoi. T'achètes pas vraiment tout de suite, quoi. Ouais, tout peut être fait si on discute et si on marchande, ça c'est sûr. Alors voilà, t'as d'autres trucs à dire sur Cotonou, peut-être? Ouais, il y a le quartier de Kadjeoun qui est important, avec la Heavy. Ça, c'est vraiment le quartier où c'est les plus belles maisons. Ce qui dit plus belles maisons, ce sont des gens qui ont de l'argent, et c'est là qu'il y a des supermarchés. Donc, si vous voulez vous faire envie, puis, ou même vraiment certains, ils font leur commission tout le temps là quand ils sont là-bas. Moi, j'ai pas fait ça, mais ils vont simplement au supermarché. C'est exactement la même chose. C'est presque comme s'il y avait Lidl ou Aldi au Cotonou, quoi. Peut-être qu'il y en a maintenant déjà, je sais pas. Je sais pas, enfin je trouve un peu dommage, le marché c'est quand même beaucoup plus drôle, mais c'est vrai que pour certains trucs, si vraiment on reste longtemps, ça peut être pas mal. Exactement. Sinon, pour savoir aussi si bien sûr, on doit changer l'argent quand on arrive à la capitale. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des bureaux de change entre guillemets officiels. Mais moi, ce que je faisais, puisqu'on m'avait conseillé, c'est d'aller à Misebo. C'est tout près du marché de Dantokpa. Et il faut aller chez les Indiens ou les Libanais. Ils ont des magasins aussi, des sortes de supermarchés. Et en haut, ils ont des petits bureaux de change. Et ils font à des prix qui sont beaucoup plus avantageux parce que eux, ça les intéresse d'avoir des euros. Du coup, ça fait un peu comme si on est dans un bandit parce que c'est dans un petit bureau et puis le gars, il a beaucoup de billets. Ça fait très spécial pour nous en tant que Suisses, mais c'est parfaitement légal et c'est parfaitement sécuritaire. On y va là pour changer l'argent. Et autre chose encore? Ouais, je trouve que c'est bien de savoir qu'il y a quand même des pharmacies qui sont super exactement comme en Europe. Ça, c'est la pharmacie par exemple de Kangetso. Ça, c'est bien d'y aller si jamais on veut avoir vraiment pile le médicament qu'on veut, qu'on trouve en Europe. Là, puis c'est ouvert vraiment 7 jours sur 7. Il y a vraiment aucun problème pour avoir des médicaments.
Ok, ouais, ça peut être pratique en cas de coup dur, hein. Peut-être juste un petit épisode là-dessus. Les hôpitaux en Afrique, c'est pas vraiment comme en Europe non plus. Et globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut payer avant d'être soigné. Donc c'est peut-être un petit truc bête à savoir avant de partir, mais ayez toujours une petite somme sur vous, quelqu'un qui a une somme, parce que vraiment, vous pouvez mourir devant l'hôpital. Si vous n'avez pas d'argent, ils vont pas vous soigner, hein. Exactement, c'est pour ça qu'en général aussi les grands hôpitaux on essaye d'éviter. Moi par exemple quand je suis tombée malade j'ai été dans une petite clinique ou plutôt bureau parce que dans les grands hôpitaux c'est vraiment pas joli à voir. J'ai même pas jamais mis les pieds parce que j'avais pas envie de voir ça. Voilà, exactement. Donc voilà, encore une fois, c'est pas dire qu'on peut pas voyager là-bas, hein, mais il faut prendre quelques petites précautions. C'est mieux qu'il nous arrive des petits problèmes, ouais. Moi j'avais aussi un coup de cœur quand même aussi à Cotonou, c'est que des fois j'aimais décompresser. Avoir du calme, se retrouver dans un cadre un peu plus familier. Puis là, j'allais à l'hôtel du lac. Ah C'est dans ouais, le je me quartier de rappelle. Akpakpa. Et là, c'est l'hôtel du lac, c'est magnifique. Il y a une piscine. C'est super agréable. Vue sur la mer depuis la piscine. Pour se ressourcer, c'est cool. Ah ouais, c'est génial. Ils faisaient pas des pizzas ou un truc comme ça aussi? Ils font aussi des pizzas géniales aussi. Trop, Ah trop ouais. bonnes. C'est juste. Ouais, enfin, c'est vrai que des fois, quand on reste longtemps, on a besoin de se retrouver un petit peu dans ce cauchemar presque ambiant qu'il y a dans les grandes villes. Ouais, on n'est pas habitué quand même. Eh non. Alors, on quitte Cotonou et on va aller à Porto Novo peut-être? Oui, alors Porto Novo, bon, c'est la capitale. J'ai pas trouvé quelque chose de spécial. J'y étais plusieurs fois. Il y a peut-être juste un zoo qu'il faut quand même mentionner. Mentionné, Euh, ouais. mentionner parce que ça vaut la peine de voir ce que c'est un zoo africain. C'est différent, mais ça vaut la peine d'aller voir. On a été avec un ami qui nous a aussi fait une visite guidée. C'était super. On a passé un bon moment. Ouais, c'est vrai qu'on s'était bien marré. C'était là qu'on avait vu les fourmis maniants aussi qui traversaient la route. Ouais, exactement. C'était ça, je crois. Ouais. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des fourmis qui se déplacent tout le temps, qui se mettent en tas pendant la nuit, et puis c'est très rigolo à voir, enfin, les Africains s'en foutent, mais nous on trouve ça rigolo parce qu'on n'a pas chez nous. Tout ce qu'on trouve passionnant pour eux, c'est pas passionnant. Chacun son truc, hein. Alors voilà, autre chose pour Porto Novo, tu m'as parlé des djembés là-bas. Oui, j'y ai pas été personnellement, mais je sais que si on veut acheter des djembés, éviter Cotonou, on m'a dit que Porto Novo c'était le seul endroit où ils arrivent à bien les faire. Il y a même un petit endroit où ils arrivent, un village. Malheureusement, je sais plus le nom, mais renseignez-vous, c'est vraiment à Porto Novo qu'il faut aller les acheter et pas Cotonou. Ok, bonne idée. Alors on va quitter Porto Novo parce que finalement on n'a pas vu grand-chose d'intéressant là-bas pour aller à côté de la mer, du côté d'Ouida, Grand Popo et tout ça. Est-ce que tu peux nous décrire comment c'est parce que ça change vraiment quand même de la ville, hein. Oui, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus calme. Pour moi, c'était les vacances là-bas. Ouidah, c'est intéressant de savoir que c'est la capitale, vraiment le village. Si on s'intéresse au vaudou, moi je voudrais pas y aller, mais c'est vraiment Ouidah qui est le centre du vaudou. Donc c'est là aussi qu'il y a plusieurs temples et plusieurs endroits où on peut aller visiter, mais vraiment toujours à bien se renseigner avec les gens de la région. Si on aime les serpents, il y a un temple de serpents. Il faut savoir que là-bas, c'est un dieu qui est vénéré pour certaines tribus du Bénin, et c'est le python qui est vénéré. Alors, nous, on a été juste pour pouvoir toucher des pythons. Ils sont en parfaite liberté dans la ville. Faut pas s'en inquiéter si on en voit un, c'est de toute façon pas dangereux. Ça, c'était sympa de voir à Ouidah. Il y a un rapport quand même assez fort avec l'esclavage, hein. Oui, d'ailleurs, il y a un musée d'histoire absolument à voir. Ça raconte tout l'esclavagisme. Ça raconte aussi pas seulement le rôle qu'ont joué les civilisations européennes, américaines, et ainsi de suite, mais aussi les civilisations africaines. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, ça a été de l'esclavage quasi gratis? Pourquoi est-ce qu'il y avait tout le monde qui pouvait y aller au Bénin et savoir qu'il y avait des esclaves gratuitement? Ça, c'est un musée qui était super. On a eu l'occasion aussi de le visiter avec un ami que son grand-père avait été déporté. Alors ça donnait tout aussi un sens totalement différent. Et après, on peut aller jusqu'à la plage. Et là, la plage, c'est magnifique parce que c'est un lieu calme et ils ont érigé là un monument. Ça s'appelle la porte du non-retour. Alors, ça veut ce que ça veut dire, hein. C'est quand on part en esclavagisme, il n'y a pas de retour possible. Intéressant, hein, c'est un côté qu'on a peut-être tendance à oublier ici en Europe, ou qu'on veut oublier plutôt, mais un côté intéressant à voir en Afrique, hein, des moments assez forts, je pense. Oui, très très fort. C'est un lieu un peu de recueillement. On voit aussi les gens qui y sont. C'est pas du tourisme à grande échelle, mais c'est vraiment, on y va là-bas pour réfléchir à ce que fait l'humain aussi. C'est bien. Puis en passant, on peut prendre une noix de coco fraîche. Alors après, bon, on est au bord de la mer, est-ce qu'on peut aller s'y baigner?
Alors, oui et non. Si on est excellent nageur, on peut essayer. Moi, j'y étais seulement pour mettre les pieds dans l'eau. On ne conseille pas d'aller vraiment nager. C'est vraiment, il y a des courants qui entraînent par le fond, et c'est pas une plage qui est qui va lentement dans l'eau. C'est abrupt. Tout d'un coup, il y a des mètres de profondeur. Donc, à vraiment faire attention. Mais c'est joli d'être sur la plage. Par exemple, à Grand Popo, tu te rappelles les vacances qu'on a fait là-bas? Eh oui. C'est paradisiaque, c'est magnifique. Non, c'est vrai que c'est génial et encore une fois que t'es sorti de la grande ville, c'est vraiment un repos total d'y être. Je me rappelle avoir vu les pêcheurs aussi et ça c'est génial, ils ont des techniques de pêche qui sont assez impressionnantes avec des mecs qui justement vont dans l'eau avec le filet, etc. C'est assez génial, les mecs qui tirent le filet sur la plage, les gens qui trient le poisson parce qu'il y a des méduses, il y a les raies qui sont mortelles aussi. Enfin, c'est vraiment très rigolo. Et puis, les mamans qui viennent chercher le poisson ou aller pour le vendre à l'hôtel ou pour faire à manger pour leur famille, c'est vraiment extraordinaire aussi. De voir les interactions sociales entre les gens, c'est vraiment étonnant. Ouais, puis entre la nature aussi, par exemple, quand ils ramènent le filet, comme tu as dit, il y a des poissons qui sont dangereux et pas. Tout de suite, ils trient ça, mais ils connaissent parfaitement quel poisson il est dangereux, pourquoi, comment. Aussi avec la nature, quelles feuilles ils peuvent utiliser pour faire une tisane, quelles feuilles est utilisée pour manger. C'est vraiment génial. Ils sont beaucoup plus attentifs en fait à la nature que nous. Je suppose qu'il y en a quelques-uns qui sont morts au début, il y a quelques milliers d'années, et puis du coup, ils se disent le mot. Hein. Peut-être, ouais. Voilà, alors très intéressant. Juste un petit truc aussi, la plage en Afrique, c'est pas la plage à Miami. On s'y promène pas une fois la nuit tombée, en tout cas pas tout seul. Encore une fois, il va pas forcément vous arriver quelque chose, mais il vaut mieux être prudent. Ouais, la plage c'est toujours habituel. Si on est tout seul, ça va mal se passer. Est-ce qu'à Grand Popo, c'était pas aussi là qu'il y avait un centre pour les tortues? Oui, exactement. Ça, c'était un moment à moi qui m'est vraiment resté. Hein, voir une petite tortue marine dans la main. C'est génial, ouais. Je sais pas comment dire, mais c'est magnifique. On a eu le privilège d'en lâcher 2 ou 3 à la mer et voir ces tout petites tortues qui se lancent dans la mer. Mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un très fort moment, exactement. Et voilà. Alors c'est un mec, on se rappelle plus vraiment comment ça s'appelle, mais si vous allez à Grand Popo, il y a qu'un mec qui sauve les tortues là-bas. Hein. Il fait ça vraiment un petit peu, comment on pourrait dire, à l'arrache quoi. Enfin, il fait ça par passion et le mec en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde où les tortues pondent des œufs, il les aide à rentrer dans la mer une fois qu'elles ont fini parce que ça les épuise vraiment énormément. Je suppose qu'il regarde aussi qu'il y a personne qui profite de les tuer pour les manger. Et puis ensuite, une fois que les œufs sont trouvés, alors il met des piquets. Et puis quand elles sortent, il les prend chez lui. Et puis il les laisse grandir un tout petit peu. Et comme ça, elles ont la carapace moins molle et elles sont un peu plus solides pour affronter la mer. Et je trouve ça génial et c'est vraiment fait sans moyens. C'est génial. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ils vont de nuit avec des lampes de poche pour surveiller la plage, pour surveiller les tortues. C'est un dévouement incroyable pour ces tortues, ouais. Ouais, alors si vous passez par là, allez-y, c'est déjà génial de voir des bébés tortues et c'est des gens vraiment intéressants et ils ont des fois besoin de 2 coups de main. Enfin voilà, un endroit vraiment où il faut aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on y mange à Grand Popo? Parce qu'on a quand même une alimentation un peu différente du centre du pays, bien sûr, parce qu'on est près de la mer. Bah, là, enfin, on peut manger du poisson frais, qui n'est pas le cas à Cotonou ni à Calavi, parce que le poisson qui est pêché, il est souvent après exporté ailleurs ou congelé, après exporté ailleurs. Donc au Grand Popo, on pourra enfin manger du poisson frais, des poissons différents, parce que sinon ça tourne toujours autour de la sardinelle et ainsi de suite, le thon et ainsi de suite, mais c'est pas super. Alors qu'au Grand Popo, c'est vraiment super agréable. Alors maintenant, on va partir, on va passer par le centre et puis on va aller vers le côté nord. Alors la première ville où on va s'arrêter, c'est Parakou. Ouais, Parakou, alors ça change totalement de paysage. Parakou, pour moi, quand je m'y souviens, quand je m'y rappelle, c'est les chauves-souris. Il y a des immenses chauves-souris et c'est beaucoup plus désertique que Cotonou et Calavi parce que là, il y a beaucoup de végétation quand même si la végétation est basse. Parakou, c'est énormément déjà très poussiéreux, sableux. Ça va déjà direction Niger, le désert. Voilà, exactement. Alors, je rappelle l'excellent souvenir quand je me suis couché très tard et que le lendemain matin, je me suis fait réveiller par un muezzin. Et oui, parce que la religion change aussi en fonction des endroits où on est. Hein. Et le côté sud du Bénin, j'avais pas vu la religion musulmane, hein, l'islam. Non. Par contre,
plus on va au nord et puis plus il y a ça. Alors c'est surprenant la première fois, ça réveille pas mal. Effectivement, parce que c'est très fort quand même, et c'est à 4 heures du matin le premier, ou 4 ou 5 heures, maintenant j'ai un doute. J'ai un doute aussi, mais il faut dire que quand c'est à 10 mètres de la maison, même s'il fait des efforts pour pas crier trop fort, c'est quand même violent. Moi, à la longue, j'y m'étais habituée, j'appréciais presque. Ouais, c'est sympa, enfin ça change des cloches quoi. Hein. Ouais, je préfère ça que les cloches, sincèrement. Pareil. Alors qu'est-ce qu'on y fait à Parakou? Ben, j'ai un vague souvenir que le marché était quand même très intéressant, différent aussi de Cotonou. Chaque fois qu'on change de région, donc il y a des choses différentes au niveau du marché. Donc, prenez-vous vraiment le temps d'aller voir dans chaque ville le marché parce que ce sera de toute façon une nouvelle découverte. Et sinon, il y avait des chutes d'eau. Malheureusement, j'ai un doute, je sais plus exactement où, mais c'était en voiture à peine 1 ou 2 heures pour y accéder. Et les chutes d'eau, c'était absolument super. Ouais, c'est génial. Hein. C'est vraiment des chutes d'eau. Je mettrai des photos sur la galerie, comme ça vous vous ferez une idée. C'est du chute d'eau, on peut grimper dessus et puis sauter dans l'eau. Et ça, c'est génial, quoi. Enfin, c'est rigolo. Ça ressemble un peu au film La plage quand ils sautent dans l'eau au début. Exactement, ouais. Voilà. Alors des endroits géniaux aussi, bien sûr, en pleine nature, on entend des oiseaux et tout ça. Je me rappelle d'un épisode où il a un peu plu, on va dire. Ouais, alors en 5 minutes peut-être, je vais être large, 5 minutes, c'était des torrents d'eau. On était vraiment mais trempes jusqu'à l'os, c'était incroyable. Ouais, selon mes souvenirs, on a tous fini en slip, hein, parce que bah, du moment qu'on était mouillés, hein. Parce qu'il faisait froid, ouais, quand on est mouillé, c'est quand même, il fait frais. Voilà, exactement. Et par contre, ça se termine alors très très rapidement et d'un coup. Hein. Exactement, ouais, très abrupt, mais ça c'est normal, c'est la pluie enfin, dans ces pays-là. Exactement. Alors juste peut-être un petit conseil pour les photographes. Si vous allez là-bas, que ce soit avec un petit appareil ou un gros appareil, acheter un sac étanche, c'est vraiment pas de l'argent jeté en l'air. Hein. Ça, en l'occurrence là, j'étais très content parce que j'avais un objectif très très cher et ça m'aurait vraiment fait mal. Pareillement, juste après la pluie, il y a beaucoup d'insectes qui sortent, comme par exemple les papillons, les libellules, etc. Pour le photographe, c'est génial. Vous attendez que ça se termine, vous sortez votre téléobjectif et vous allez vous éclater. C'est magnifique. C'est vrai. Ok. Alors à part les chutes, qu'est-ce que tu as fait par là-bas dans le nord? Euh, à Parakou, après, on a été à Natitagu. Ça, c'était aussi avec moi, hein. Oui. Et là, on a pu aller voir aussi la communauté Tata Somba. Alors, c'est une communauté spéciale. Ce qu'il faut aller visiter, c'est leurs maisons. Ce sont des maisons en terre qui construisent. La particularité de la maison, c'est que la plus grande partie de la maison est occupée par leur bétail. Ouais, c'est assez marrant. Donc le dessous, enfin le bas de la maison est vraiment uniquement pour la vache, pour la chèvre, pour le chien, le chat, enfin tout ce qui peut vivre comme bétail. Et après en haut, sur le toit, il y a des espèces de petits tas. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment comme du foin. Et en fait, à l'intérieur, accroupi, on peut s'y tenir. Et c'est là que les humains dorment. Ouais, je me rappelle du papa qui nous avait fait visiter sa maison, c'était excellent. Ah, il était enchanté. Ah, puis l'échelle pour monter en haut. Alors ça, c'est un bout de bois avec une forme que au moins on peut mettre les pieds pour monter. Mais c'est vraiment à l'arrache, quoi. C'est super. Ouais, moi c'était plutôt l'échelle pour descendre en bas qui m'a beaucoup embêté en fait. Oui, c'est vrai. N'importe quoi. Il faut savoir qu'aussi, chaque fois qu'on voyage, on avait pu s'arrêter dans un endroit. Alors je me rappelle plus ce que le gars il cultivait comme plante, si c'était du manioc ou quelque chose comme ça. Mais si vous le faites en taxi communautaire où vous êtes plusieurs à visiter, profitez de vous arrêter dans des endroits. Vous pouvez facilement parler avec les gens, vous pouvez facilement voir comment ça se déroule les choses. Les gens vous le montrent facilement et c'est aussi une bonne plongée dans la culture. C'était de l'igname. Et l'igname, en fait, ils le plantent à la verticale. Ils font des tas, en fait, en hauteur de la terre. Et c'est ça que le gars nous avait expliqué, comment il plantait l'igname et comment après aussi il en faisait des boutures. Après, il nous a carrément sorti un igname, après il nous l'a donné. Ouais, c'est exceptionnel, quoi. Allez-y, faites-le. Autre chose dans le Nord ? Non, parce qu'après on avait continué, en fait, avec notre voyage jusqu'à Malinville, la frontière. Avant de parler de Malanville et puis de la frontière avec le Niger, je vais vous parler un peu du nord, du nord-ouest, où on a été à la Pendjari. Alors j'y étais dans un autre voyage, j'y étais avec 3 amis. Et c'est un parc où on peut aller voir les animaux. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Afrique du Sud. J'ai pas été en Afrique du Sud, mais il y a le parc Kruger, etc., qui sont extrêmement connus.
où on va dire c'est globalement des eaux aménagées naturellement, on va dire, où vous voyez beaucoup d'animaux. Au Bénin, c'est pas très développé, il n'y a pas énormément de tourisme, ce qui fait que vous êtes vraiment seul. Vous avez des voitures qui sont, on va dire, plus ou moins réglementaires. Vous n'êtes pas dans des 4x4 avec la clim comme dans l'Amérique du Sud. Vous voyez beaucoup moins d'animaux. Par contre, c'est vraiment, vraiment sauvage. Et ouais, c'est vraiment excellent de voyager là-dedans. On a vu des éléphants quand même. Les lions, on n'a pas pu les voir parce que trop d'herbe et tout ça au bord. On a pu voir beaucoup de termitières qui sont vraiment exceptionnellement grandes dans cette région. On a pu voir des phacochères, des gnous, etc. On a pu voir un hippopotame. On a pu voir beaucoup de crocodiles, des babouins, etc. Et pour ceux qui y vont à la Pendjari, faites-le minimum en 2 jours. Il y a un endroit au milieu de la Pendjari où il y a un hôtel où vous pouvez aller. Il y a même une piscine dans l'hôtel. Alors se baigner au milieu des chauves-souris, c'est vraiment exceptionnel. Et puis vous prenez un 4x4, vous allez sur le 4x4, vous voyagez jusqu'à la nuit à peu près. Nous, je sais qu'on est arrivé, il faisait déjà nuit. Vous passez la nuit, le lendemain matin, un bon truc à manger. Et puis ensuite une deuxième journée. Au matin, vous pouvez voir les éléphants. Et ça, c'est vraiment génial. Un petit truc vraiment rigolo, si vous avez un petit peu l'âme aventurière, vous pouvez prendre une chambre dans le parc. Alors, faites-le si vous avez un peu peur pendant la nuit, faites-le si vous n'avez pas trop confiance. Si vous êtes un petit peu téméraire, sans que ça soit dangereux, dormez dans le 4x4, un peu à l'extérieur du cercle de lumière. Vous allez entendre des bruits qui vont vous faire rêver, vous allez entendre les hippopotames qui sortent de l'eau, vous allez sentir le sol vibrer sous la 4x4. Sincèrement, c'est vraiment génial. Profitez de regarder la nuit aussi. Il n'y a absolument aucune pollution lumineuse. Vous voyez la Voie lactée, vous voyez la Lune comme vous l'avez jamais vue. Ouais, ça reste un voyage vraiment exceptionnel. Par contre, c'est vraiment très très isolé. Vous êtes tout seul. Sauf erreur à Natitingu, etc. Il n'y a pas vraiment de connexion internet rapide non plus. Donc pensez à y aller avec quand même quelques réserves. Les prix sont pas vraiment excessifs. Par contre, comme tout en Afrique, ça se discute. Faites-le à plusieurs parce que si vous y allez tout seul et que vous allez au parc de la Pendjari tout seul, vous allez payer horriblement cher et vous allez trouver personne pour vous accompagner parce qu'il y a vraiment personne et les gens qui y vont sont déjà organisés. Mais c'est vraiment un truc à faire, ça vous prend 2-3 jours, on va dire, entre le Bénin et le Niger et il faut vraiment le faire. Voilà pour mon petit interlude. Alors, Malanville, changement de pays, frontière, ça ressemble à quoi? Il y a un guichet avec un truc électronique, on passe à travers et hop, on est au Niger? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait pris un bus depuis Cotonou, parce qu'on avait décidé de voyager comme ça. Il y a des bus qui font vraiment chaque capitale. Donc on peut vraiment voyager de Cotonou à Niamey, ensuite on peut partir même sur le Burkina Faso, le Mali, on peut tout faire en bus. C'est agréable, ça garantit pas qu'il n'y a pas de panne, mais c'est agréable de voyager dans ces bus. Et quand le bus arrive à la frontière, tout le monde descend. Alors ça fait bizarre parce que on n'a pas le temps de prendre nos affaires, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, personne nous explique. Et ensuite, nous on était facilement repérés et ils nous ont piqué en fait nos passeports et ils nous ont fait passer dans un bureau à côté. Et on a eu très peur parce qu'on s'est rendu compte que personne d'autre passait dans le bureau à côté sauf nous. Ouais, et que tous ceux du bus étaient déjà sur le pont pour rattraper le bus. Et nous, je me suis dit, je vois le truc arriver à 100 km. On va se retrouver paumé, on sait pas où, avec aucune affaire. C'était un peu space. C'était un peu space. Heureusement, ce voyage, on l'a fait alors que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais au pays. Et du coup, j'ai su comment un peu discuter, comment demander qu'est-ce qui se passait. Et on a réussi à passer la frontière sans payer trop d'argent, parce que souvent c'est ce qu'ils veulent, c'est que comme on est étranger, qu'on paye encore plus ce qu'on a payé déjà, parce qu'on a déjà un visa qui est valable, dès qu'on leur laisse un petit quelque chose. Bon, des fois ça se fait, c'est quelque chose qui est courant, faut pas mal le prendre, sinon ça risque aussi de eux qui mal le prennent. Mais et après, quand on est enfin libéré, il faut passer la frontière à pied. Toutes les frontières en Afrique que j'ai pu faire, j'ai discuté avec d'autres amis, se fait à pied. Personne n'est dans le moyen de véhicule, le bus ou le taxi. Or, c'est impressionnant parce que la frontière Bénin-Niger se fait, en fait, sur le Niger, le fleuve. Et c'est magnifique de passer sur ce pont à pied, c'est très spécial. Ouais, t'as l'impression d'être dans un film. Exactement. Et puis enfin, quand t'es de l'autre côté, tu retrouves ton bus, tes affaires, tout va bien. Alors, juste un petit truc aussi, pour les voyages en Afrique, préparez des boissons
parce que c'est clair qu'il n'y a pas de service dans le car. Où vous vous arrêtez, vous n'avez pas forcément le temps d'acheter à boire et il fait très chaud, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à discuter avec les gens dans le car non plus. Je me rappelle d'avoir eu un petit bébé sur les genoux à un moment d'une maman que je connaissais pas du tout, mais je m'amusais avec le bébé, alors elle a trouvé ça rigolo. Je trouvais ça génial, les trajets, il faut vraiment le prendre comme c'est dans le pays et partager et discuter avec les gens, et ça rend le voyage pas forcément plus facile, mais en tout cas un peu plus court. Voilà, faut apprécier aussi, c'est vrai. Et après on est arrivé donc au Niger. Alors on est arrivé où et ça ressemblait à quoi? On est arrivé à Niamey, et là qui est la capitale, donc. Qui est la capitale, et là on a vu qu'on a fait un bond vraiment en arrière, quoi. Ça ressemble rien à voir à Cotonou ou Porto Novo. Les maisons sont vraiment de nouveau en terre. C'est des maisons vraiment que d'un étage. Il y a certains endroits, oui, c'est des bâtiments grands et comme ici en Europe, mais moi ça m'a marqué ce côté beaucoup plus rustique, beaucoup plus je sais pas comment expliquer, il y a des chameaux au plein milieu de la ville, il y a des ânes qui sont partout, ça m'a marqué, quoi. Puis c'est beaucoup plus poussiéreux, il y a très peu de végétation, c'est beaucoup plus pauvre aussi, le Niger. Ils sont régulièrement frappés par la famine. On le sent quand même aussi. Je pense que peut-être ceux qui ont voyagé au Maroc ou en Égypte auront une claque un peu moins grande, parce que ça y ressemble quand même. On est quand même dans l'Afrique du Nord et ça ressemble... C'est encore l'Afrique noire, mais pas comme le centre de l'Afrique. Exactement, ouais. C'est pour ça que c'était intéressant de voyager dans ce pays, parce que ça m'a changé vraiment. C'était des vacances pour moi, c'était spécial. Une découverte. Je me rappelle qu'il faisait surtout très 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 chaud au moment où on y était. Ouais, alors là, moi je suis devenue noire, ouais. Ouais, elle a pas bronzé, elle a noirci. Alors qu'est-ce qu'on y fait à Niamey? À Niamey, ce qui est intéressant, c'est de voir l'architecture de la mosquée. C'est intéressant de voir une immense mosquée comme ça m'a frappé. C'est aussi la grande mosquée de Niamey est très spéciale, c'est qu'elle est au milieu d'un sorte de parc en fait. Elle est pas entourée de bâtiments, donc elle est majestueuse. Moi j'ai bien aimé. Sinon il y a le petit marché, ils appellent ça le petit marché, moi j'ai trouvé ça immense. À Niamey qui est aussi super. Les tissus sont aussi très différents. Il faut savoir qu'il y a les Touaregs qui sont aussi au Niger. Donc il y a leurs habits aussi qu'on trouve, leurs saris en fait, ce sont des saris vraiment. Et le tissu est magnifique, j'en ai acheté plusieurs, ça m'a trop plu, quoi. Un petit mot sur les Touaregs, parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux, hein. Oui, effectivement, parce qu'il y a une rue, mais on ne sait plus laquelle, maintenant on se rappelle plus. Il y a une rue spéciale, mais si vous demandez, vous trouverez, où il y a tous les Touaregs qui travaillent l'argent. C'est leur travail, c'est vraiment ce qu'ils savent le mieux de faire. Allez-y voir les bijoux, c'est absolument magnifique. Et ils travaillent sur place, donc on peut les observer en train de travailler, et même ça vaut la peine. Il n'y a pas de vitrine où on passe devant, on dit je veux ça et en 5 minutes on l'a. C'est vraiment on arrive, on s'assoit, on lui demande de lui montrer ses pièces, on regarde comment il travaille, on discute. Je vous rappelle avoir passé des heures à discuter avec eux. Et n'hésitez pas, c'est des gens qui sont vraiment prêts à partager. C'est des gens, je me rappelle, il avait parlé de son père qui était rebelle dans le désert. C'est touchant de discuter avec un gars comme ça, discuter aussi du rapport qu'ils ont avec la ville, parce que les Touaregs, en théorie, sont censés être dans le désert avec des chameaux et se déplacer. Là, ils sont déjà un peu plus sédentaires, et de discuter de ça avec eux, c'est vraiment un moment de partage que j'ai adoré. C'est super. Et puis, pour les bijoux, en tout cas, n'hésitez pas à marchander, non pas plusieurs heures, mais plusieurs jours. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait été déjà voir une première fois ce qu'ils faisaient. On avait cerné, tiens, ce gars-là, il est sympa, on peut peut-être discuter. On était revenu 1 jour plus tard, 2 jours plus tard. Il faut vraiment se prendre le temps, parce que c'est ça que ça vaut la peine. Et après, on a plus de plaisir aussi d'avoir payé un prix raisonnable pour quelque chose de magnifique. Voilà, exactement. Je rappelle aussi de cet endroit, il y a une pierre spéciale qui s'appelle la pierre savon, hein, qui est une pierre qui se sculpte très facilement, qui se fume aussi, c'est-à-dire elle noircit quand on la met au feu. Et moi j'avais dans l'idée d'en acheter quelques morceaux pour mon père, et je me rappelle qu'on était resté je sais pas combien de temps. Alors, quand un Touareg vous dit on prend le thé ensemble, il a pas de machine Nespresso et c'est pas fini en 5 minutes. Par contre, c'est une expérience, moi, qui m'a vraiment énormément marqué. C'est vraiment de le voir faire son petit feu avec la petite bouillarde, mettre le thé, mettre beaucoup de sucre, et après t'attends que ça bout. Et après, lui, il fait son espèce de truc pour oxygéner le thé, là, et t'as vraiment un tout petit fond de thé dans un petit verre. Tu le bois 1 fois et ça se boit 3 fois, hein. Alors, la première fois, c'est un peu fort. La deuxième, c'est assez équilibré. Et la troisième, c'est très sucré. C'est génial. C'est génial. C'est super, ouais. Très bon souvenir aussi de leur thé, ouais. Profitez, parce que accessoirement le nord du Niger, on va dire,
peut y voyager, mais c'est plus ou moins dangereux. Ça change vraiment quasiment de jour en jour. Il faut savoir que les Touaregs ont un peu l'habitude, quand ils voient des 4x4, de les voler pour s'en servir eux-mêmes. Autant vous dire que sans 4x4 au milieu du désert, ça peut être sympathique, mais ça peut aussi être assez problématique. Il y a une grande affaire, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, d'y regarder, à propos de l'uranium en fait. Parce que ça paraît bizarre, mais dans le nord du Niger, il y a beaucoup d'uranium. Il y a les Français avec Areva qui y sont pour essayer de faire fonctionner leur centrale. Il y a les Chinois qui arrivent, il y a les Touaregs à qui on a volé les terres. Enfin, c'est vraiment un équilibre géopolitique extrêmement compliqué à comprendre. Si vous avez l'occasion d'en parler avec des gens qui sont là-bas ou d'aller checker sur Internet, c'est sûrement un excellent sujet de discussion pour essayer un peu de comprendre comment ça marche. Ici, on n'a pas l'habitude de ça. Exactement. Puis bon, c'est vrai que nous aussi, on voulait aller voir les dunes. Moi, je voulais une fois me retrouver dans le désert. Alors, j'étais un peu frustrée quand je me suis dit non, en fait, c'est pas très sage d'aller sur les routes du désert. Mais en fait, en sortant un tout petit peu de Niamey, on peut y être directement, en fait, déjà dans le désert. C'est les premières dunes. Et même si ça paraît bête, parce que on regarde d'un côté, c'est la ville, on regarde de l'autre, c'est les dunes, mais il faut y aller, il faut prendre le temps d'aller sur ces dunes parce que c'est quelque chose de magnifique, les dunes. C'est super. Ah ouais, c'est vraiment génial. Un autre endroit absolument génial qu'il faut pas louper, c'est le zoo de Niamey. Effectivement. Il y a quand même des animaux, ça vaut la peine. Tout près du zoo, sauf erreur, il y a aussi un petit endroit où ceux du Niger travaillent le cuir. Et ils font des objets en cuir absolument magnifiques. Ils ont une manière de travailler le cuir quand il est humide, de le mettre sur des pièces de bois et ensuite de le sculpter, de donner une forme. Et quand ça sèche, c'est super beau. Ça, il faut aussi aller voir. Ouais, ils peuvent faire des bouteilles, par exemple, pour vous donner une idée de ce qu'ils peuvent faire. Des boîtes et tout. Et puis c'est là aussi au zoo qu'on avait rencontré notre guide, qui nous a amené justement, comment ça s'appelle, Boubon, exactement. Juste encore un petit mot sur le zoo. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le zoo de New York, mais c'est intéressant pour y voir les animaux. Il y a aussi plein d'endroits qui sont malheureusement un peu laissés à l'abandon, mais où vous avez l'occasion de voir certaines maisons qui sont d'endroits spéciaux au Niger, par exemple dans le nord, où on n'a pas pu se rendre. Et là, vous pouvez voir les maisons, vous pouvez voir des armes qu'ils utilisaient, des costumes qu'ils avaient. Ça reste quand même, je trouve, assez intéressant. Alors, c'est un peu laissé à l'abandon par endroits, mais moi, je pense que ça vaut le coup quand même pour se faire une idée. Ouais, puis il y avait un pavillon qui parlait justement de l'uranium, des mines d'uranium. Donc si c'est des endroits, on peut pas s'y rendre, autant aller au zoo. Et puis là, on peut. Enfin, c'est à côté du zoo, c'est au même endroit en fait. On va peut-être parler de notre épisode pour aller vers Boubon. Alors comment s'est passée notre journée? On s'est levé matin et qu'est-ce qu'on a fait? Ah, très tôt, on a été à la gare routière parce que dans chaque ville, il y a des gares routières. Donc c'est des endroits où on se rend pour trouver un véhicule pour se rendre à un autre endroit. Et ça peut être vraiment de partout. Ça peut vraiment partir dans toutes les directions. On avait trouvé une espèce de 4x4, sauf erreur. Ouais. Une espèce de minibus, quelque chose. En tout cas, on était, je sais pas, 10, 20 personnes dedans. C'était mémorable. Ah, c'était génial. Alors, Boubon, ça ressemble à quoi? Alors, je sais pas vraiment combien de temps on a fait en Jeep, mais ça a duré quand même 1h30, 2 heures, un truc comme ça. Ouais, c'était long. Puis on a longé le Niger, c'était le fleuve, donc un Niger, et c'était super aussi. Alors, Boubon, à quoi ça ressemble? C'est encore plus petit et plus rustique que la capitale, donc faut s'imaginer ce que ça donne. C'est un petit village, vraiment. Ce qui était agréable, c'était que c'était un marché vraiment encore très traditionnel, où les gens venaient en pirogue pour apporter leurs affaires, et après ils repartent en pirogue. Ouais, ça c'est génial, et c'est aussi un marché à la viande, c'est-à-dire où... Il y avait un abattoir, effectivement. Il y avait un abattoir, alors... Peut-être âme sensible s'abstenir, mais c'est quand même intéressant de voir ça une fois. Oui. Ils viennent avec leurs troupeaux. Sauf erreur, si vous venez le matin ou que vous partez relativement tard le soir, vous pouvez voir les troupeaux qui nagent dans le Niger pour arriver là. Ça doit être assez impressionnant. Nous, c'était déjà presque fini quand on est arrivé. Ouais, c'était trop tard. Ce qui est aussi intéressant au niveau de ce marché, c'est là le marché du bétail. Donc il y a aussi beaucoup de chameaux, d'ânes, il y a vraiment de tous les animaux qu'on peut y trouver là-bas. Et il y a aussi tout à côté poterie. Malheureusement, ils le faisaient pas forcément tous les jours. En tout cas, je sais quand on y était, ils nous ont pas pu montrer, mais ils font des poteries qui après cuisent. Donc ils creusent des trous dans la terre, ils mettent leur poterie, ils remplissent le trou de branches, de choses, et ensuite ils brûlent ça pour cuire la poterie. Ouais, c'est très rigolo. Je rappelle, le marché au bétail, c'est vraiment excellent parce que t'as les gens qui, forcément, vont acheter un âne et tu les vois comment ils discutent entre eux
pour essayer de baisser le prix, augmenter le prix. C'est vraiment, mais ouais, ça plonge vraiment au milieu de l'Afrique, quoi. Et on était vraiment les deux seuls blancs pour le coup. À Niamey, on en voyait encore un ou deux, mais là, on était vraiment seuls. Hein. Exactement, ouais. Alors après, on a été, il faut quand même en parler, ce petit restaurant, on a été manger là-bas. Ah, c'était super. Ouais, exactement. Alors c'est un petit restaurant qui se situe au milieu du Niger, hein. On doit y aller en pirogue. Et puis ils font du poisson. Et ils le font vraiment très bien. C'est un poisson spécial qui a là-bas, un poisson du Niger. Et c'est vraiment, vraiment délicieux. Il faut y aller. De toute façon, si vous allez à Boubon et que vous voulez manger, c'est un peu l'endroit obligatoire. Hein. Effectivement, ouais. Alors après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une pirogue et qu'on a descendu le Niger. Alors, à quoi ça ressemble? Quelles sont les sensations qu'on a Alors bon, on était avec notre guide et lui, il avait un rameur parce que c'est que comme ça qu'on peut descendre le Niger. Et c'était vraiment une pirogue comme on peut s'imaginer, seulement le simple bout de bois qu'on a creusé. Enfin, c'était vraiment très rustique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est calme sur le Niger. C'est un immense fleuve, mais c'est super calme. Et puis, c'est pas quelque chose de spécial à voir sur le Niger quand on est sur le fleuve, mais on peut voir plein d'oiseaux, on peut observer la nature. Par moments, on arrive à des endroits où il y a des petits villages au bord du fleuve, et les gens, ils sont là, ils font leur lessive, ils font leur vaisselle, il y a des enfants qui s'amusent dans l'eau, et c'était super. Moi, je me rappelle de faire coucou au village et les gens qui sont dans l'eau qui font ouais. C'est vraiment génial, quoi. Et les oiseaux, alors, encore une fois, si vous êtes un photographe, prenez votre téléobjectif, vous allez faire des photos absolument géniales. Il y a des martins pêcheurs, il y a des oiseaux que je ne saurais pas le nom, mais qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et puis alors après, au-delà du fait des villages, etc., notre but, c'était d'aller voir un animal quand même. L'hippopotame. On a eu peur de pas le voir, on a eu peur. Alors on l'a vu vraiment enfin, hein, le soleil était presque en train de se coucher, et puis on l'a vu au loin. Alors encore une fois, si vous avez un téléobjectif ou si vous avez des jumelles, vous allez apprécier. Sinon, c'est un animal qu'on n'approche pas. Il est très dangereux, il est encore plus dangereux quand il est dans l'eau, donc on ne s'y approche pas, ils font vraiment extrêmement attention, ils avaient vraiment l'œil pour garder les remous, etc., pour voir s'il y avait quelque chose qui sortait de l'eau, et nous on a eu le privilège de voir un bébé qui était tout rose, enfin un bébé qui est gros comme deux vaches, quoi, mais un bébé. Exactement, ouais. Puis on remarque aussi à quel point même le guide, en fait, on disait on peut pas aller plus près parce qu'ils sont loin. Non, ça on fait pas. Ils respectent énormément parce qu'ils savent que ça peut être très dangereux. Donc poussez pas, respectez aussi, c'est eux qui connaissent le mieux, quoi. Ouais, je me rappelle aussi un truc vraiment. Alors, ils étaient musulmans et ils s'arrêtaient avec la barque vraiment au milieu de nulle part pour faire leur prière. Et ça a quelque chose. T'es là au milieu de nulle part, t'as juste une barque et t'as les deux hommes qui font leur prière. Ouais, c'est aussi impressionnant, franchement. C'est un moment spécial à passer, c'est super. Ça fait partie du périple, quoi. Alors après, voilà, il y a le soleil qui se couche, on a vu les chauves-souris, les moustiques aussi, c'est un peu moins sympa que les chauves-souris. Et puis on est arrivé de nuit, on va dire, à Niamey. On a réussi à choper un taxi pour rentrer. Alors génial aussi, en fait, on va dire, je pense qu'on a eu de la chance avec notre guide, vraiment. On l'a assez bien senti, on a pu discuter avec lui et tout ça. Regardez aussi avec qui vous allez, il y a, on va dire, n'importe qui va vous dire oui, moi je suis guide. Forcément, vous allez leur apporter un peu d'argent, c'est pas méchant. Regardez quand même d'aller avec des gens qui ont l'air un peu sérieux. Et puis, si vous êtes seul, allez pas seul sur le Niger avec un mec que vous connaissez pas. Faites un petit peu attention. Nous, on s'était bien renseigné de savoir qui était ce gars, s'il avait déjà fait ça. Il nous a montré, sauf erreur, aussi une carte pour montrer qu'il était guide. Maintenant, ce que ça vaut pas, mais enfin, essayez vraiment de... Plus vous posez de questions, plus vous êtes après aussi rassuré et plus vous pouvez y aller la conscience tranquille qu'il va rien vous arriver. Mais pour moi, ça a été vraiment un des grands moments de notre voyage. Hein. C'était génial. C'était super. Petit clin d'œil aussi à Niamey, il y a un hôtel que ça vaut la peine d'aller. Sauf erreur, c'est l'hôtel Gaveye. Ouais, c'est un hôtel au bord du Niger, du fleuve. Et il faut aller voir pour les couchers de soleil. Il est pile bien placé cet hôtel pour que des couchers de soleil soient juste magnifique. Ouais, c'est directement sur le Niger et ça va extrêmement vite. Il faut vraiment l'avoir vu une fois dans sa vie, quoi. Ouais, puis il faut oublier l'appareil photo parce que les couleurs que vous verrez, il n'y a aucun appareil photo qui arrive à les avoir. Il faut juste regarder avec vos yeux, c'est tout. Ok, alors voilà, on a parlé un peu du Niger. Je me rappelle qu'on a été voir des animaux un peu bizarres, un peu grands. Ouais, c'est les fameuses girafes. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on les a cherchés? Alors raconte-nous, parce que c'était une journée quand même mythique.
Ouais, mais là, ils nous ont quand même baladés. Mais enfin, il y a un endroit qu'on peut se rendre, il faut demander sur Niamey et tout le monde connaît, c'est le seul endroit où on peut se rendre pour voir les girafes. Alors, on va se rendre là-bas, on va louer une voiture et ensuite on va prendre un guide qui va nous guider pour trouver les girafes parce que lui, il doit savoir où elles sont. Alors, il faut savoir que nous, notre voiture, on a eu vraiment pas beaucoup de chance. On a crevé du genre 3 fois. Ouais, et bien sûr, toujours hein, près d'une station-service. Non, sans cric. Ouais, ça c'est un petit truc hein, bête à penser. Vérifiez que le gars qui vous emmène en taxi, il a un cric et une roue qui n'est pas déjà percée. Exactement. Renseignez-vous vraiment parce que ça vaut la peine. Nous, ça nous est arrivé ça. En plus, comme le gars, moi, je suppose quand même qu'il nous a un peu baladé dans le sens qu'il savait où étaient les girafes, mais il nous a baladé pour que ça coûte plus cher ou je sais pas quoi, pour que ça soit plus passionnant. Enfin, nous, on en avait ras-le-bol parce qu'on avait tellement crevé qu'on était un peu énervés et fatigués. Mais finalement, on les a vus et là, après, ça vaut vraiment la peine. Parce elles sont en liberté. C'était à côté d'un petit village, je me rappelle. Elles sont en liberté. On peut tenter de les approcher un peu, après elles nous observent, elles repartent un peu plus loin, nous on s'approche encore un peu, ça fait des photos aussi magnifiques. Ouais, exactement, et on peut vraiment s'approcher à moins d'une dizaine de mètres sans problème. C'est vraiment très rigolo à voir courir aussi. Non, c'est vraiment génial. C'est vrai qu'on s'est bien fait balader. Je me rappelle chaque fois le mec qui disait ouais, il faut prendre cette petite route. Puis c'était la petite route vraiment pourrie où tu voyais très bien qu'il y avait rien. On faisait un quart d'heure dans la direction, il sortait du truc. Ah non, il y a rien. Bah on va regarder un autre endroit. Et c'était mais n'importe quoi. Et puis ouais, percer au milieu, quand tu perces au milieu de nulle part, là tu dis mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de cric. Alors on avait dû soulever la voiture, mettre des cailloux dessous. Aller ah non mais c'était. Mais en même temps ça fait partie du voyage et c'est les moments. Sur le moment on se Exactement. dit mais qu'est-ce qu'on fout? Et finalement ben c'est aussi ça, c'est CA. Hein. C'est ça l'Afrique et après tout on trouve toujours une solution quoi. Effectivement, on y est arrivé à la fin de la journée, fatigué mais heureux d'avoir fait ça. Ouais. D'ailleurs, accessoirement, eux ne stressent pas vraiment beaucoup quand ça arrive. Hein. Non, parce qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Donc, tant que vous voyez des gens à côté de vous qui ne stressent pas, ne stressez pas non plus. Quand ils stressent, partez en courant. C'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Exactement. Alors, sur le Niger, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, on n'y est pas resté aussi très longtemps, mais on a fait le tour. Ok. Ah oui, peut-être juste. Il y a un petit restaurant dont on se rappelle pas le nom, mais qui fait d'excellentes brochettes de viande. C'est assez connu, c'est dans un hôtel aussi, et c'est vraiment, vraiment pas mal. Ouais, c'est la spécialité du Niger, faut savoir, ils mangent beaucoup, 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 beaucoup de viande. Voilà, donc pas un pays pour toi. Non, pas vraiment. Ok. Alors après, ben nous on était revenu sur Calavi, et puis un peu après, on a été sur le Togo. Alors le Togo, c'est quoi? C'est comment? Ça ressemble à quoi? Ben, faut savoir que le Bénin et le Togo, c'est vraiment des pays qui sont collés, très étroits. Donc, juste pour vous imaginer, en fait, le voyage de Cotonou à Lomé, la capitale du Togo, ça dure, si tout va bien à la frontière, 1 heure. Donc, c'est vraiment la porte à côté. En taxi, il y a des gares routières, comme j'ai expliqué, hein. Donc, on se rend à cet endroit. Quand il y a un taxi qui est plein, eh ben, il part. Du coup, mettez-vous dans un taxi qui est déjà presque plein, sinon vous allez attendre longtemps. Et c'est pas grand-chose, le voyage. Et le Togo, c'est quand même quelque chose de différent. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'occasion d'aller aussi un peu dans le nord. La végétation est sublime. Les bords de mer sont très sympas aussi parce que autant du côté Bénin c'est pas très développé on va dire, autant du côté du Togo il y a beaucoup de cultures, de petits arbres etc. Qui sont assez proches de la mer. Il y a des endroits aussi, il y a des sortes de pisciculture aussi. Ça j'ai pas vu au Bénin, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas été au bon endroit, mais au Togo il y en a. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Maintenant, je sais pas si ouais, on peut pas jamais tout voir, mais au Togo, ce qui est incroyable, c'est qu'ils font pousser leurs jardins, leurs légumes sur le sable, Ouais, c'est très en bizarre. Hein. bordure de plage, quoi. Donc, ils font toute la journée. Leur travail, c'est d'arroser. Et du coup, là, par contre, on avait pu aller à la plage et on avait pu aller se baigner quand même un peu. Alors, encore une fois, en faisant attention, mais il me semble que c'était moins problématique qu'au Bénin. Oui, exactement. Je crois que c'était la plage du Cristal. C'était sympa, ouais. Voilà, exactement. Alors, c'est un peu touristique, mais comme peut l'être le nord de l'Afrique, hein, c'est-à-dire, c'est pas Miami, encore une fois. Hein. Ouais, exactement. Ça reste encore très raisonnable. Je crois qu'on était les seuls sur la plage, juste pour dire.
Et je me rappelle aussi beaucoup de restaurants qui sont à Lomé, qui sont relativement proches de la plage, enfin en direction de la plage, où encore une fois on peut y manger des poissons qui sont absolument délicieux. Et alors après, à Lomé en tant que tel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Ça ressemble à quoi? Enfin, c'est une grande ville africaine, hein. Encore une fois, elle se ressemble quand même. On a l'impression d'être à Cotonou, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, moi je me rappelle en tout cas que j'allais au Grand Marché, ça s'appelle le Grand Marché, à Lomé pour faire mes emplettes parce que c'est là où on peut avoir les nouveautés au niveau des tissus d'Afrique. Donc là j'étais super contente, j'allais toujours à Lomé chercher mes tissus, je les ai coudre au Bénin et je faisais la frime. Ouais, comme Mais ça, t'étais au top de la mode. exactement. Mais sinon le Grand Marché ça vaut la peine, c'est aussi sympa de le voir. Il y avait aussi tout un endroit où il y avait beaucoup d'artisanat, il y avait beaucoup de bijoux, de colliers africains. Sauf erreur, c'était aussi à Lomé qu'on pouvait déjà trouver l'artisanat du Ghana. Parce que c'est tellement proche qu'il y a certains colliers, certaines choses, ça venait déjà du Ghana. C'est sympa, c'est quelque chose de différent et ça vaut la peine d'aller voir. Il y avait le marché du bois aussi, c'est ça, hein? Ouais, c'était ça. Peut-être juste un petit truc, pour nous, ça s'est un petit peu mal passé dans ce marché, on va dire. Il faut savoir que malheureusement, le blanc et l'européen n'a pas le monopole du racisme et qui peut arriver de temps en temps qu'il y ait des problèmes comme ça. Il m'a semblé qu'au Togo, les gens étaient un petit peu plus nerveux qu'au Bénin. Au Bénin, il me semblait qu'ils étaient très très calmes. Au Togo, ben, c'est dans leur culture, ils sont peut-être un peu plus nerveux. Et là, en l'occurrence, il a semblé que c'était un moment où il y avait une sorte de grève des étudiants. Il y en a forcément dans le tas qui sont pas très sympathiques. Enfin, nous, on avait eu un petit problème. Sur Internet, il y a aussi des gens qui disent qu'ils ont eu des petits problèmes dans ce marché-là, spécifiquement. Hein, c'est pas tout le Togo, c'est vraiment là. Si vous y allez, allez-y, en tout cas pas tout seul. Allez-y en groupe. Dès qu'il y a un incident, aussi petit soit-il, partez en courant. Ouais. Ne testez pas. Moi, c'est la première fois que ça se passait. J'ai été surpris. Vous étiez assez loin que moi. Restez vraiment en groupe. Laissez pas 20 mètres entre vous. Ça paraît stupide. C'est peut-être pour rien. Mais c'est une situation qui était très désagréable. Et visiblement, c'est pas la première fois. Donc faites attention dans ce marché-là au Togo. C'est vrai, pour dire, moi, tous les marchés que j'ai fait, puis le nombre de fois que j'étais au marché, c'est la première fois que je me suis sentie pas en sécurité dans un marché. C'était au Togo, justement, au marché du bois, parce qu'il y a eu un mouvement et après, forcément, tout le monde s'en mêle et ça peut être très désagréable. Là, on a eu peur. Prenez un taxi, partez tout de suite, c'est plus sage. Voilà, exactement. Quitte à y revenir quelques jours après quand la situation a changé, hein. Je me rappelle de m'être baladé dans le marché de la viande aussi. C'est très très rigolo. Non, c'est vraiment chouette. Moi, ce qu'il faut savoir aussi au niveau des marchés, peut-être ça j'ai pas précisé, mais s'il se passe quelque chose dans un marché, par exemple si vous vous faites voler quelque chose ou maltraiter, en tout cas au marché du Bénin, à Dantokpa, juste pour faire la parenthèse, si ça se passe comme ça, vous pouvez vous renseigner. Il y a une sorte de police de marché. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sentent responsables que le marché reste quand même un endroit sécuritaire. Alors c'est des gens enfin on les remarque pas, c'est pas qu'ils ont un uniforme rien, mais adressez-vous à ces gens et dites j'ai eu un problème et ils vont essayer après de chercher quelle est la personne qui a fait le problème et il va être sévèrement puni. Donc il y a aussi ce côté quand même sécuritaire. Moi je me suis jamais sentie en mauvaise posture parce que je savais qu'en cas de problème je pouvais essayer de m'adresser à ces gens. Il faut demander qui c'est et après il n'y a pas de problème et ils vous aident volontiers en fait. Ils vous soutiennent. D'ailleurs là au Togo, hein, on avait eu un problème avec une seule personne, mais bien sûr après dans les mouvements de foule, il faut partir parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner, mais il y avait justement des gens du marché, alors je ne sais pas s'ils faisaient partie de cette sécurité-là, mais qui nous ont gentiment raccompagnés à un taxi. Je rappelle qu'ils nous ont offert des colliers encore pour s'excuser, parce que bien sûr pour eux, c'est pas une bonne idée que les Blancs aient peur d'aller dans ce marché-là, qui nous ont aidés, qui nous ont offert des colliers, qui nous ont mis dans le taxi, qui nous ont dit de partir, et puis que c'était pas comme ça tout le temps, et puis que ça, c'était vraiment... c'est là qu'on a compris aussi qu'il y avait une corrélation de plusieurs choses qui s'étaient passées ces derniers jours qui ont fait qu'il y avait une certaine nervosité. Mais effectivement, il y a toujours des gens pour vous aider, hein. Ouais, on se sent jamais vraiment seul. Voilà, exactement. Toi, tu as été du côté nord aussi, alors tu as été dans une autre phase de ton voyage. Moi, j'ai pas été. Le nord du Togo, ça ressemble à quoi? C'est très vert et ça ressemble enfin à des collines. Parce qu'au Bénin, c'est très plat et ça m'avait un peu perturbé au départ. C'est quand même très bizarre d'être autant plat. Alors que, On est suisse, hein. alors que le Togo, c'est des collines et il y a vraiment carrément, ouais, c'est super.
J'avais été donc sur Atakpame. C'est vraiment, ouais, je dirais milieu du Togo, vraiment au centre, milieu. C'était super joli. Du côté de droite, c'est Mangbeto. Il y a un barrage. C'est là que j'avais aussi revu des hippopotames. C'était super, c'était inattendu. Mais sinon, depuis Atakpame, on peut prendre des routes de montagne. C'est vraiment des petites routes. Ça ressemble étrangement à chez nous. Et là, c'est très beau. C'est une végétation luxuriante, très vert. On avait été jusqu'à Badou. Sur la route, arrêtez-vous, mangez des avocats. Quand c'est la saison, ils ont des avocats à plus savoir qu'en faire. Et c'est simplement délicieux. Et mon petit coup de cœur, c'était Kpalimé. C'est vraiment une ville quand même, mais dans les collines. Et je sais pas pourquoi, mais c'est la plus belle ville pour moi que j'ai pu visiter en Afrique. C'était super, magnifique. Ok, donc si vous avez l'occasion, allez dans le nord du Togo, ça a l'air assez intéressant. Ouais, on m'a dit que plus on montait au nord, plus c'était joli. Je me suis arrêtée à Atakpame. Alors à vous de voir. Encore d'autres choses à dire sur le Togo? Le Togo, côté nourriture, il y a quelque chose de spécial à ajouter. C'est là qu'ils font les meilleurs foufous. Foufou, alors explique-nous, c'est quoi? C'est un animal? Oui, alors le foufou, c'est quelque chose de super bon. C'est au Togo qu'ils le font le mieux. Ça peut être soit du manioc, soit de l'igname, soit de la banane plantain qu'on va piler. Donc ils ont vraiment des pilons en bois énormes. C'est ce qu'on voit habituellement dans des dessins de l'Afrique. Et ils vont cuire, en fait, que ce soit la banane, le manioc ou l'igname, cuire ça dans l'eau. Quand c'est cuit, ils vont le piler jusqu'à ce que ça devienne une pâte homogène, un petit peu gluante, on va dire, un petit peu collante. D'ailleurs, ils doivent toujours ajouter de l'eau, sinon ça colle partout, c'est impossible. Vous pouvez vous amuser à demander d'essayer de piler. Faites-le une fois, je vous promets, ça paraît simple, mais c'est super, super pénible. Et c'est là qu'on voit que les mamans africaines qui font ça au bord de la route, elles ont une force et une endurance assez impressionnantes. Hein. Voilà. Après, ce foufou, cette pâte, ils en font faire un peu une boule, et on va le manger avec une sauce. Alors là, ça peut être différent, hein. On peut être une sauce à l'arachide, ma préférée. Sauce tomate, sauce avec du gombo, ça sera un peu gluant. Très bon aussi, très bon pour la santé, on m'a dit. Voilà, vous pouvez tester un peu toutes les sauces, mais ce foufou, cette manière de piler les aliments, d'en faire une pâte, faut vraiment essayer une fois, c'est absolument trop bon. Essayez avec les mains, faites l'effort de manger avec les mains. Ben, je Non, déteste manger avec les mains. mais c'est super, on sent beaucoup plus les aliments, c'est génial. Alors du moment qu'on parle des aliments, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger en Afrique? Qu'est-ce que t'as trouvé pas bon? Je devrais plutôt te poser toi la question, qu'est-ce qu'il y a de bon en Afrique? Alors moi, les noms, c'est ça le problème un peu. Alors, ce que tu as parlé avant, le foufou avec la banane plantain, c'est vraiment excellent. Alors moi, ce que j'ai eu de la peine un peu, c'est que beaucoup de choses me paraissaient assez grasses. Et c'est vrai que je suis très rapidement plein, on va dire. Enfin, c'est un peu malpoli de pas manger, en fait. Quand on est invité, ou même au restaurant à la rigueur, manger un petit peu puis arrêter, ça fait comme si on n'aimait pas et comme si on n'acceptait pas l'hospitalité. Je me rappelle, pour vous expliquer un tout petit peu, on était en visite, nous deux, hein, chez une dame. Tu allais visiter sa fille et puis c'était le matin, c'était quoi, 9h30 ou 10h, je sais pas si tu te rappelles, c'était vers Calavi. Hein. Mm-hmm. Et la maman avait déjà fait à manger, alors elle a fait un gros tas de riz avec 2 petits poissons, mais vraiment, ça ressemblait à des sardines, quoi, en fait, pour nous accueillir. Alors elle nous a servi un gros plat de riz et puis chacun un petit poisson. Et pour nous, enfin moi, sur le moment, ça m'a fait super mal parce que bien sûr, tu dis c'est ce qu'ils ont à manger pour la famille pendant toute la journée. Ils ont 2 poissons et nous on est les blancs et on a ces poissons là. Enfin j'ai trouvé ça terriblement injuste, mais en même temps si tu manges pas, et elle te dit hein, mais mange, vas-y, mange, et toi t'es là, c'est 9h30 du matin, il fait déjà 30 degrés, t'as pas envie de manger. Et voilà, enfin ça fait partie vraiment de la culture, cette hospitalité débordante, notamment en ce qui concerne la nourriture. Faites l'effort, ça va rien vous coûter, et c'est vraiment faire montre de respect envers la personne qui est en face de vous. Oui, il faut vraiment faire l'effort. Alors je me rappelle de ça, je me rappelle bien sûr des poissons, hein, comme on a dit déjà, celui au Niger, le poisson qu'on a mangé au bord de la mer aussi, que ce soit au Togo ou au Bénin, ça c'était vraiment excellent. Je me rappelle que sinon à Calavi, notre régime très équilibré se constituait de baguettes de pain, de boîtes de thon et de mayonnaise.
À la baguette, ils la font très bien. La baguette française, ils la font vraiment super bien. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que on a de la peine à imaginer, mais Calavi, c'était quand même une très petite ville. Du coup, il n'y avait pas énormément de trucs à acheter non plus. Et forcément, quand tu as envie d'acheter un truc, tu vas pas forcément avoir envie de tous les jours de faire 1 heure et demie de route jusqu'à Cotonou, encore batailler pendant 2 heures pour trouver ce que tu veux, puis négocier le prix, puis refaire 1 heure et demie encore. Alors c'est vrai qu'on avait une alimentation assez peu variée. Je me rappelle que les gens mangeaient la pâte, et je sais que toi tu en as mangé, moi j'en ai mangé, et j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Ça a aucun goût, c'est très très fort. Il faut expliquer qu'en fait, c'est tout simplement du maïs, mais là-bas, ils ont un maïs qui est blanc, très très gros. Ça n'a rien à voir avec les maïs qu'on connaît ici. Et ensuite, ce qu'ils font, ils les font sécher au soleil, ils les passent au moulin, et ça en fait de la farine. Et ils cuisent cette farine dans de l'eau, tout simplement. Même pas de sel, rien, c'est vraiment dans l'eau, jusqu'à que ça devienne consistant. Du genre, une polenta. C'est vraiment dans ce style-ça, là, mais c'est avec la farine de maïs, et il n'y a pas vraiment de goût, en fait. C'est très neutre. Voilà, c'est très neutre et très gras, ça nourrit vraiment bien. Moi, j'avoue, j'ai eu un peu de peine à manger ça. C'était pas par non-volonté d'essayer, mais c'était vraiment trop pour moi. Alors ça, je me rappelle d'un alcool assez bizarre qu'on avait bu aussi. C'est marrant, les gens, ils ont des bouteilles vides dans lesquelles ils balancent des racines, des cailloux, des je sais pas qu'est-ce qu'ils balancent dedans. Après, ils mettent de l'alcool, mais vraiment de l'alcool pur. Ils laissent macérer ça et tu bois ça de temps en temps. Alors il faut pas en abuser parce que c'est vraiment dangereux, certains trucs qu'il y a dans les racines. Par contre, je me rappelle que ça aide beaucoup pour la digestion. Enfin moi, Ah, c'est super. Moi, j'ai jamais eu, si par exemple on se sent un peu mal ou même qu'on a un peu le tournis ou un peu un mal de tête, un petit verre de ça et c'était parti, hein. voilà, exactement. Donc encore un truc à essayer, on va dire. Ah, puis l'alcool. Bah, maintenant, on en trouve en Europe, hein, mais à cette époque-là, je le connaissais pas. Ça s'appelle l'Amarula. Mais ça, c'était quelque chose qu'on trouvait facilement, bizarrement. Mais c'est un alcool d'Afrique du Sud. Voilà, exactement. Là-bas, on en trouvait beaucoup. Ça ressemble à du Baileys, hein. Simplement que la marula, c'est un fruit qui pousse sur des arbres. Si vous allez dans un magasin d'alcool, vous l'allez sûrement en trouver. Il y a un éléphant sur l'étiquette et on trouve exactement la même chose en Afrique. Et ça, frais, c'est vraiment parfait. C'est super, c'est vrai. Faut dire aussi que la pâte, donc cette farine de maïs qui cuise, on la mange jamais pure, hein, parce que ça a pas de goût, mais on va la manger accompagnée d'une sauce. Classiquement, c'est une sauce tomate avec un poisson dedans, quelques morceaux de poisson. Ça peut être du poisson congelé qu'on a frit, mais ça peut être aussi du poisson fumé. Ça donne un petit goût particulier. Franchement, c'est très bon. Moi, j'y ai pris goût, hein, parce que d'habitude, je mangeais pas de poisson, mais là, j'y ai pris goût. Et on va faire accompagner de la sauce tomate et ainsi un petit peu de gombo. Donc, c'est ce légume, hein, quand Dis-nous on à quoi cuit, ça ressemble le gombo et comment tu le cuisines. bah, ça ressemble un peu à de la bave, quoi. À C'est de la très bave verte, gluant. hein. C'est vert, oui, c'est vert. Mais on le connaît ici dans la cuisine indienne, hein, lady finger. C'est ça le gombo. C'est un légume qui est comme un peu un haricot qui a 6 côtés et puis il y a des grosses graines dedans. Enfin, c'est un légume que si on le cuit sans eau, il n'est absolument pas gluant. Mais dès qu'on met un peu d'eau, il devient gluant. Mais c'est très bon quand on mélange avec la pâte et puis la sauce tomate. Ça accompagne. Moi, j'aimais beaucoup en tout cas. Ouais, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film Les Gremlins, je me rappelle plus le 1 ou le 2, il y a un moment, la dame, elle met le Gremlins dans le mixeur et puis elle fait fonctionner le Gremlins et il en sort une espèce de pâte verte. C'est exactement ça. C'est méchant, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais ça y ressemble quand même. Et il faut dire aussi que les gens mangent vraiment ça tous les jours, hein. C'est vraiment La pâte, hein, donc. ouais, c'est vraiment le truc normal. Le gombo, la sauce tomate et la pâte, c'était le plat quasi tous les jours. Alors il y a un truc que tu mangeais le matin, toi aussi. Ouais, c'était trop bon. C'est une sorte de bouillie en fait. C'est aussi avec des farines, mais ça sera plutôt des farines de riz grillé, de maïs grillé, de sorgho grillé. Et en fait, on va griller ces graines, on va les faire moudre au moulin, et après on va les cuire dans l'eau, mais là on va les laisser plus liquides. C'est un peu du porridge, je dirais. Ouais, ça ressemble un peu comme ça. Mais moi j'ai trouvé ça délicieux. J'aimais beaucoup manger ça. C'est super calorique. Donc si vous mangez ça tous les matins, vous allez vite prendre du poids. Tu mangeais aussi un autre truc assez marrant où tu devais trier les insectes qu'il y avait dedans. Ça c'était le gari. Ça s'appelle le gari. En fait, c'est du manioc qui est cultivé, qui est moulu.
pour qu'en faire un peu une espèce de, c'est pas fin, parce que quand il le mouille, il est encore frais, donc c'est un peu pâteux, mais c'est un peu des graines, c'est un peu ouais, c'est de la polenta, mais grossière. Puis après, ils vont faire ça, en fait, fermenter pendant plusieurs jours, dans des sacs. Puis après, quand ils auront fini de faire fermenter, ils vont tout simplement, il y a deux manières, hein. Certains qui veulent faire vite, ils vont simplement le griller pour le faire sécher. Puis d'autres, ils vont le faire sécher au soleil. Alors, sécher au soleil, c'est le vrai gari, c'est le meilleur gari. Il n'a pas un goût bizarre. Celui qui est grillé, il est pas terrible. Puis ça se mange dans de l'eau. En fait, on va mettre ça dans de l'eau, puis ça de nouveau un petit peu, ce sera moins sec. Puis on va manger ça avec des arachides, avec des cacahuètes. D'ailleurs, toi, tu t'amusais toujours à trier les insectes qu'il y avait dedans. Bah, quand on met dans l'eau, forcément, la surface va flotter toutes les impuretés, alors c'est facile à nettoyer. Ouais, c'est très bizarre. Enfin voilà, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on mangeait encore là-bas? Bah, il y avait la tiéké, mais ça, c'est une spécialité pas du Bénin, mais on y trouvait quand même des femmes qui faisaient la tiéké. C'est une forme différente de cuisiner, en fait, le manioc. Je saurais pas exactement dire comment. Le gari, j'ai vu comment ils le fabriquaient de mes propres yeux, mais la tiéké, je sais pas. Mais ça ressemble aussi un peu à du couscous, en fait. On mange ça avec du poisson grillé, avec quelques légumes aussi cuits dans un peu d'eau et d'huile. C'est très bon. C'est très rafraîchissant parce que c'est froid. On fait quelque chose de froid à manger. Et un truc alors aussi, c'est les beignets. Alors les beignets, ça à partir de 3-4 heures de l'après-midi, beaucoup de femmes sortaient en fait au milieu de la rue et ils avaient une petite caisse où ils mettaient les beignets quand ils étaient finis et ils faisaient frire sur place. Et ça c'était super parce qu'il y avait des beignets bon sucrés ou salés avec du piment ou avec du sucre et c'est de la farine qu'ils font frire. Des fois ils rajoutent des choses dedans, des fois ils mettent des bouts de poisson dedans. C'est chacun a sa petite recette en fait. Ouais, c'est chaque fois autre chose, hein. Les meilleurs pour moi, c'était vraiment au Togo. Oui. Ah, ils étaient bons ces petits beignets, hein. Ah là là. Mais au Togo, ils faisaient les choses sucrées meilleures parce que par exemple au Togo, vous mangez aussi des gués. C'est une sorte de yaourt un peu aigre et puis ils mettent aussi de nouveau une sorte de couscous dedans, mais je saurais vraiment pas dire ce que c'est. Et c'est super bon, ils mettent ça dans des sachets, ils ferment le sachet, donc on peut prendre pour 100, 200 francs, 300 francs CFA et ils mettent ça dans le sachet. Après on casse un coin du sachet et on mange ça comme ça directement du sachet. Parce que comme c'est glacé, dessert, hein. c'est super. Oui, c'est glacé, ouais, c'est Et vrai. c'est vraiment génial, hein. Dans les longues journées, c'est vraiment génial. Ah, ce qu'ils faisaient bien aussi au Togo, c'était la brioche. C'est pour ça que je dis les trucs sucrés, Togo c'est meilleur. La brioche, il y a des goûts de cannelle dedans, c'est encore chaud, on peut en finir une tout seul, quoi. Je rappelle la maman qui habitait à côté de nous au Niger, qui faisait comment ça s'appelle, les trucs au poisson, là, les espèces de gâteaux au poisson. Oui, c'était super, ouais. Et ça, c'est aussi frais, super quoi. bon aussi, hein. Donc il y a des choses, mais c'est vrai que comme le peu de moyens qu'ils ont vont faire qu'ils vont faire un peu toujours la même chose. Mais si on a un petit peu d'argent, ça vaut la peine d'essayer de goûter plein de nourritures différentes. Ouais, ouais. Encore une fois, alors, peut-être sans trop la ramener sur la sécurité, mais pensez à manger des choses qui ont été cuites. Si possible, cuites 2 minutes avant que vous le mangiez, parce qu'il reste quand même qu'il y a des maladies qui sont facilement évitables justement quand c'est cuit. La même chose, c'est pour ça aussi que notre alimentation à certains moments n'était pas très variée, parce que beaucoup de légumes qu'on mange crus, on les mangeait pas parce que sinon il faut les mettre dans de l'eau de javel, etc. Ça rend la chose un peu plus compliquée. Pensez à être un petit peu prudent quand même. Une gastro en plein milieu de l'Afrique, c'est pas cool. Non, puis il y a quand même des cochonneries. Après, on a même de la peine à guérir. Mieux vaut être prudent. Manger toujours ce qui est bien chaud, ce qui a été préparé directement. Moi, j'avais une combine, en fait, où comme je voulais pas toujours moi-même cuisiner, j'avais une famille qui habitait à côté de chez moi et moyennement un petit peu d'argent, elle me préparait à manger pour moi. Et ça, c'était super parce que comme ça, je mangeais vraiment comme eux, ils mangeaient. Et c'était toujours chaud, c'était bien préparé. J'étais rassurée que c'était vraiment une amie qui cuisinait pour moi. Voilà, exactement, c'est pas mal. Alors, tu as mangé un truc aussi un peu bizarre qui saute. Ah ouais, mais ça, c'était une spécialité, oui. C'est du nord du Bénin, en fait. C'est un ami qui m'avait fait goûter ça. Il avait été en voyage. Il nous avait rapporté quelque chose. Faut s'imaginer, j'étais dans la cour, on discutait ensemble, la nuit est tombée, on a continué à discuter. Il me racontait justement son voyage, puis il mangeait quelque chose, mais j'ai pas vu quoi parce que la nuit était déjà tombée. Du coup, il me tend le paquet, puis il dit, ah, bah, viens, mange. Moi, toute contente, super, il me donne à manger, je vais goûter, c'est un truc nouveau.
Je prends et au moment où je suis dans la bouche, je mets dans la bouche, je me dis mais attends, j'ai même pas demandé ce que c'était. Et il a éclaté de rire quand j'avais dans la bouche, c'était des sauterelles. Voilà, et alors ça ressemble à quoi? Parce que moi, malgré mon esprit d'ouverture toute relative, sincèrement, en voyant les trucs et en sachant ce que c'était, j'ai pas osé en manger. Bah, c'est très bon. En plus, bon, là, je connaissais la personne qui les avait cuisinés. Il faut aussi toujours faire attention, hein. Ça dépend qui cuisine. Il y a des choses, franchement, je n'oserais même pas manger. Mais tant qu'on connaît la personne, il faut y aller, essayer de goûter tout. C'est croquant parce qu'en fait, c'est des sauterelles. Ils enlèvent les ailes, ils les font bouillir, après ils les font griller. Ils rajoutent du sel, des épices. C'est croquant et c'est épicé. Alors, franchement, c'est super. C'est des chips, un muscle. Faut essayer. Alors après les animaux qui ont plein de pattes, tu t'es diversifié et que tu as pris des animaux qui n'ont pas de pattes. Ah non, ça y est, tu me le fais dire. Oui, j'ai mangé un serpent. Bah justement la famille à côté d'où j'étais, une fois ils sont venus me chercher tout contents. Viens voir, on a un truc à te montrer. C'était un serpent qui venait de tuer, tout fier. Du coup, ils ont dit, il va avoir quelque chose à manger. Alors ils l'ont préparé, ils ont fait du riz, ils ont fait une sauce pimentée. Puis j'ai pu observer aussi, donc je suis restée pendant la préparation aussi. Comment est-ce qu'on prépare un serpent? Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse. Il faut enlever la peau, faut enlever l'intérieur. C'est comme vraiment, il faut s'y connaître, mais mon ami là, il a réussi à bien le préparer. C'est super bon. C'est très très bon. C'est très fin comme viande. Ça ressemble à du poisson, mais un peu à du poulet. C'est super. Moi, j'ai trop trop aimé. Ok, pas mal. Ben donc si vous avez l'occasion, hein, c'est quelque chose d'assez rare. J'en ai jamais vu ailleurs, hein. Moi, j'aurais bien goûté ça, par contre. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Bénin, il y a des gens qui vénèrent le serpent. Donc ça s'annonce pas aussi tout haut. J'ai mangé du serpent. Ça, c'est parce que bah, c'est mes amis qui en avaient tué un, et puis c'est pour ça que j'ai pu le manger. Mais c'est pas quelque chose qu'on trouvera acheté au marché ou quoi que ce soit. Bon alors, juste une petite parenthèse, on parle de la nourriture. Pensez que dans beaucoup de pays qui sont assez pauvres, on peut y acheter de la nourriture sauvage, des animaux. On peut imaginer des choses type des tortues, de l'éléphant, je pense pas, mais du buffle ou des choses comme ça. Alors bien sûr, ça peut être tentant de manger quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, mais du moment que c'est protégé, on va dire en tant que voyageur responsable, si on peut s'appeler comme ça, éviter de le faire, c'est faire fonctionner des marchés qui sont mauvais pour la nature, qui sont mauvais pour les gens, qui sont mauvais pour le monde. Être ouvert, c'est bien, mais respecter les lois internationales, c'est pas mal aussi. Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as quelque chose d'autre à dire sur la nourriture? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pu me le permettre aussi en restant une année, c'est apprenez à cuisiner comme les gens du pays. Et moi, j'ai vraiment été avec les gens au marché, chercher des choses. Euh, je me suis vraiment pris le temps de m'asseoir avec eux et de voir comment est-ce que on cuisine de A à Z un repas parce que c'est vraiment chouette. Ça permet aussi d'avoir du contact, on discute, on rigole. Ils se moquent un peu de nous parce qu'on n'arrive pas à faire comme eux. Et moi, j'ai eu des moments merveilleux autour d'une casserole. C'était super. Au niveau des boissons, il y a aussi beaucoup de choses à dire quand même parce que au Bénin, il faut savoir aussi que, pas qu'au Bénin, hein, mais il y a le bissap. Et ça, c'est quelque Ah chose, oui, il faut le boire. on sait que c'est bon, hein. C'est bon, alors on peut acheter nous-mêmes, le bissap, ce sont donc des fleurs, hein, sauf erreur apparentée à l'hibiscus, mais Oui, ça, il oui, faudrait c'est ça. encore, c'est ça, hein. Non, c'est vrai. Et, et donc, en fait, on les cueille, on les sèche, et quand on les achète, après on les cuit pour faire un thé. Mais bon, moi je me suis déjà amusée à le faire, mais c'est toujours meilleur chez les autres. Donc je l'achetais. Je l'achetais dans toutes les rues, en fait, il y a des maisons où on en fait. En fait, ils font du jus de bissap, ils le mettent dans des sachets au congélateur. Et quand il fait super chaud, il faut aller là-bas, il faut leur acheter ça, vous cassez un petit coin du sachet et vous sucez votre bonbon glacé. C'est absolument génial. Ça, c'est trop bon. Ça, et puis c'est un peu comme le masala en Inde. Dans chaque endroit où vous allez, chez chaque maman que vous allez, le goût va être différent parce qu'ils font des mélanges avec de la banane, etc. Il faut vraiment le tester, quoi. Exactement, ouais. Ils mettent des fois un peu, ouais, des sucres différents, sucrés, plus sucrés, moins sucrés. C'est chouette. Il faut l'essayer. Ok. Je me rappelle qu'on a essayé de la bière, sauf erreur, dans le nord du Bénin aussi. Oui, vers Parakou. Effectivement, maintenant que tu m'en parles, ça me revient. C'est de la bière, donc il y a 3-4% d'alcool, pas plus. C'est de la bière légère, mais artisanale. On la boit dans des calebasses, hein. Donc c'est vraiment c'est super.
c'est très trouble. C'est aussi chaque personne qui a sa recette, c'est chaque fois différent. Mais ça vaut la peine de goûter cette bière artisanale. Sauf erreur, c'est fait avec du sorgho, mais je veux pas m'avancer, je saurais pas dire plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la nourriture? Il y a plusieurs manières de manger. Il y a des vrais restaurants avec une carte. Il y a la petite échoppe où la femme, elle vient, elle fait 2, 3 repas différents chaque jour et on peut manger, s'asseoir. Il y a la femme qui cuisine dehors carrément. C'est à chacun de décider où est-ce qu'il préfère manger, où est-ce qu'il est plus à l'aise. Il n'y a pas des endroits où c'est meilleur que d'autres, parce que chaque personne est différente comment elle cuisine. Moi, j'ai un peu essayé tout, il faut tester. Non, c'était vraiment pas mal de ce point de vue-là. Finalement, beaucoup de choses à manger aussi, beaucoup de choses à expérimenter. C'est pas forcément de la gastronomie comme on a l'habitude d'en avoir en France ou en Europe, mais ça reste des choses vraiment excellentes, des produits à quelque part bruts, mais très bons. Exactement, ouais. Puis bon, si vous aimez pas, vous allez toujours commander un Coca, puis comme ça vous avez un goût que vous aimez. Voilà, exactement. Et il y en a malheureusement. Oui, mais il est différent dans chaque pays parce que c'est dans chaque pays une entreprise du pays qui le fabrique en fait d'après le concentré de coca. Mais comme après il le mélange avec de l'eau, c'est chaque fois un peu différent. Donc suivant les pays, si vous faites attention, vous pouvez goûter du coca et vous dire ah tiens c'est pas tout à fait le même goût. Ouais. D'ailleurs, le Coca des McDonald's avec les glaçons aux États-Unis remporte la palme du plus mauvais Coca au monde. Un Coca chloré, c'est absolument abominable. Une petite parenthèse, le riz, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est quand même un aliment de base aussi. Il le mange énormément. Il le cuisine blanc. Après, il le cuisine aussi avec des haricots dedans. Ça, c'est aussi très très bon. Ou alors, ils font le riz au gras. C'est un riz qui est... D'abord, on va faire une espèce de sauce tomate très concentrée en goût, très fort, très épicé. On va y mettre un petit peu aussi des bouts de choux, de carottes, d'autres légumes, ce qu'on a un peu sous la main, hein. Et puis on va après mettre le riz dedans et le faire cuisiner. Mais en fait, le riz ne cuit pas dans l'eau, mais il cuit dans cette sauce qui est très très grasse, qui est très huileuse, riz au gras. Mais c'est absolument super. Ouais, ça ressemble un peu au riz sauté qu'on peut avoir dans les restaurants thaïlandais, par exemple. Ouais, exactement. C'est le même style, ouais. Et puis en général, ils mettent énormément de poivre et c'est vraiment un goût agréable. Le poivre là-bas aussi est super, beaucoup plus fort que ce qu'on trouve ici. Voilà. Ah oui, une boisson qu'on avait essayée, c'était le vin d'ananas. Oui, effectivement, c'était Alors pas explique-nous ta recette incroyable. Ouais, ça c'est alors on dépasse un peu le Bénin parce que c'était pas au Bénin qu'on peut boire le vin d'ananas. C'est une spécialité de Guinée. Donc que je l'ai apprise quand j'étais en Guinée et je l'ai tout simplement refaite au Bénin parce que j'ai trouvé ça super. Quand on mange un ananas, il y a toujours la peau qu'on perd si on veut, hein, on la jette. Donc en fait, on récupère la pelure, le centre aussi parce que certains ne mangent pas le centre de l'ananas et on met ça dans de l'eau. Couper un petit peu en morceaux, hein, on va mettre ça dans de l'eau, mettre à couvert, donc juste seulement avec un petit linge, avec un simple tissu, et on va attendre 3 jours. J'essaierai pas plus, pas moins, il faut voir aussi, ça va commencer à fermenter parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a un peu, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour fermenter. Et au bout d'un moment, après, même la peau d'ananas, elle devient toute cassante, elle se détériore très facilement, hein, quand on la touche, là on sent que c'est fini. Après, il faut juste filtrer et boire ça très frais. Et c'est super. Je confirme. J'en ai réussi à refaire ici, mais une fois sur deux, c'est raté. Je sais pas si c'est parce que les ananas qu'on a ici, c'est pas tout à fait les mêmes. Faut savoir aussi que les fruits sont propres à chaque pays, hein. Au Bénin, par exemple, l'ananas, c'est un ananas bouteille. De temps en temps, ici, on en trouve si on va à Manor. Donc, la chair est très blanche et il a vraiment la forme d'une bouteille. Il est tout fin en haut et très gros, très large en bas. Aussi, de chaque pays, chacun a ses fruits un peu spécifiques. Enfin, maintenant, on a pas mal parlé des pays. On va peut-être essayer de faire un petit résumé des meilleures choses et des pires choses que tu as fait en Afrique. Les 3 meilleures choses, si on va dans ces pays-là, on est obligé de faire par rapport à ce que tu as vécu. La première chose, c'est vraiment le marché. Pour moi, c'était mon coup de cœur. Des fois, j'y allais simplement pour me promener. J'aimais vraiment être entourée de plein de monde, observer plein de choses, pouvoir discuter avec les gens. C'est très ouvert, le contact humain est là. C'est pour moi, c'était super. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je dirais vraiment essayer d'aller aussi voir un peu la nature parce que si vous avez un peu le malheur d'être trop près d'une grande ville, ça donne pas une bonne image vraiment de l'Afrique. Essayez de faire de la route.
rien que faire de la route, déjà de voir d'autres paysages, de voir euh, d'autres arbres, ça aide beaucoup à s'imaginer qu'est-ce que c'est vraiment l'Afrique. Ça, c'est quelque chose que ça m'a plu de faire des voyages, traverser tout le Bénin, aller même jusqu'au Niger. C'était vraiment super. Puis, alors voilà, aussi la troisième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est le contact avec les humains. C'est le contact avec les gens qui habitaient là. Essayer de comprendre leur culture, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Heureusement, j'avais la chance que je me suis liée d'amitié avec une jeune qui avait plus ou moins mon âge. Et du coup, je pouvais lui poser toutes les questions qui me passaient par la tête, lui demander pourquoi il pensait comme ça, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi est-ce que ils avaient l'habitude de faire ça. Essayer un peu plus de se rapprocher puis de voir que, ah, ils font différent, mais c'est intéressant. Et le fait de connaître ça, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis aussi de supporter certaines situations qui étaient pas terribles, vu que j'avais déjà compris pas mal la culture. Ok, intéressant, c'est vrai, hein, le voyage culturel, c'est une chose impressionnante. Des paysages, basiquement, on peut aller les regarder sur Google. L'interaction avec les gens, et ben, ça reste quelque chose qu'il faut faire sur place. Voilà. Puis peut-être ça prendra du temps si vous y allez. Franchement, sincèrement, si vous allez pour une semaine en Afrique, c'est bien, faites-le, mais ça vaut, en une semaine, vous arriverez jamais à avoir le contact comme il le faut pour vraiment connaître les gens. Moi, ça m'a pris des mois et puis même des années, j'aurais pu rester. J'aurais jamais été à bout de comment est-ce que le contact pouvait s'améliorer. Alors maintenant, peut-être, les 3 choses que tu as le moins aimé en Afrique. C'est un peu délicat. Je suis tombée malade. Évidemment, une fois quand même en une année, ça doit arriver. Être malade en Afrique, c'est vraiment pas agréable parce que comme on n'a pas nos repères, comme on a l'habitude, on a tendance vite à paniquer. Heureusement, j'étais entourée de gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment soigné aussi, mais c'était vraiment, ça m'a fait peur, ça m'a, je me suis sentie un peu pas en sécurité. Ça, c'était pas quelque chose de vraiment agréable. Deuxième chose, c'est peut-être aussi cette saleté. Dès que j'allais une journée à Cotonou, la capitale, c'était vraiment pénible parce que quand on rentre, il faut se laver avec, on peut facilement acheter des savons antiseptiques, faites-le, c'est bien. Lavez-vous avec ça, pas tout le temps parce que sinon ça agresse la peau, mais quand vous rentrez de la capitale, faites-le. L'eau qui coule, elle en est noire. Ça, c'était quelque chose pour moi d'assez des fois difficile. J'avais besoin de mon chez moi qui était propre parce que dehors c'était vraiment toujours poussiéreux, pas sale mais poussiéreux et pas comme on a l'habitude. Ouais, voilà, juste, voilà, sale, c'est pas les gens ou etc. C'est Non, vraiment la non. poussière omniprésente. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas la saleté vraiment, c'est vraiment la poussière omniprésente. On peut acheter aussi des pierres dans les marchés là, Oui. qui sont un peu abrasives mais quand même assez douces, avec lesquelles on est obligé de se laver parce que si vous lavez simplement avec le savon, y a rien qui part et ben vous sortez, vous êtes encore tout noir. Et c'est vrai que ça, c'est un peu désagréable. C'est principalement pour les pieds qu'il y avait ces pierres. Sinon, ils ont des espèces comme des filets de pêche. Ça ressemble en fait à nous, des éponges en fait. C'est des filets de pêche et puis on va se servir de ça pour se frotter la peau pour être sûr qu'il y a vraiment tout qui part. Mais eux, ils utilisent ça tous les jours, tout le temps. C'est vraiment très propre de leur personne. Ils sont très propres. Ils se lavent, même s'ils ont pas d'eau, ils vont au puits. Ils se donnent vraiment de la peine. C'était pas ça, c'était vraiment le côté poussiéreux, le fait aussi qu'il y a des voitures qui sont peut-être pas forcément aux normes comme aussi on les a, cette poussière sale de voiture, c'est ça qui était vraiment pénible des fois quand j'allais à la capitale. Ouais, ok. Et la 3e chose alors que tu n'as pas aimé? C'est parfois le choc des cultures. Comment dire ça? Tant que tout va bien, on apprend la culture. Après, quand il y a des choses qui se passent mal, on a de la peine à accepter des fois. Et puis, des fois, pour moi, c'était trop et j'avais presque envie de retourner et de me dire non, mais là, j'en ai ras-le-bol. J'ai un événement qui s'est passé, je me suis fait voler mon sac en pleine rue. Quand ça s'est passé ça, moi, j'ai réagi de ma manière, mais eux, ils ont trouvé que j'avais mal réagi parce que c'est pas comme ça qu'on fait quand on se fait voler. On doit crier, enfin, ce côté culturel, ils l'ont eux. Et du coup, ce choc, c'était délicat parce que je me trouvais déchirée entre, je comprends pourquoi ils veulent le faire comme ça, mais moi, j'ai fait différemment parce que je suis comme je suis. Alors, quand on reste longtemps, il y a des fois un peu ce choc culturel qui peut être un peu pénible. Et là, j'avais plaisir de discuter avec des gens ça faisait des années qu'ils étaient sur place
Ils m'ont dit mais t'inquiète pas, ça nous est aussi arrivé ou regarde ça et j'ai pu ouvrir mon cœur, expliquer ça m'avait énervé ça, pourquoi je me sentais frustrée et ça fait du bien d'avoir aussi quelqu'un à qui on peut parler ouvertement de ce choc culturel qui des fois se passe des fois moins bien que d'habitude. Ouais, exactement. D'où l'intérêt des fois, c'est pas pour le voyage peut se faire seul, mais quand on est à plusieurs, en ayant la même culture, on peut aussi en discuter beaucoup plus facilement. Parce que comme tu as dit, quand on essaie d'expliquer à un Africain quel problème on a eu, il va pas comprendre parce que pour lui c'est pas un problème, il en a d'autres. Et c'est vrai que de pouvoir partager ses expériences, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou moi je l'ai vécu en Inde aussi, à plusieurs, en venant du même endroit, c'est quelque chose qui nous aide à accepter un peu plus et à comprendre aussi, comme tu as dit, les inévitables chocs de culture. Ouais, puis peut-être ça paraît être une montagne, on se dit non mais ça va, je pourrais jamais supporter ça. Puis une fois après de le discuter, d'un coup c'est bon, d'accord, c'est différent. Puis personne n'a tort, personne n'a raison, voilà, c'est différent. Alors, je pense on en a fini, on est à plus d'1h40 d'émission, je pense qu'on a dit passablement de choses intéressantes. Encore une fois, si vous voulez aller en Afrique, faites-le. Essayez d'avoir vraiment des contacts avec les gens qui sont là-bas, c'est quelque chose de très important. C'est peut-être difficile depuis ici, mais n'hésitez pas à discuter avec les gens, n'hésitez pas à partager avec eux. N'hésitez pas aussi, alors c'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est vraiment une affaire personnelle, mais j'avais lu le Lonely Planet sur l'Afrique de l'Ouest et le guide du routard. C'est pas forcément dans le but d'avoir des hôtels ou etc. Comme on a dit, nous on a beaucoup été avec les habitants, mais juste de se faire une idée de comment ça fonctionne, etc. Soyez prudents aussi, il y a aussi des conseils très avisés dans ces guides-là. Et puis allez-y, j'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. Un dernier mot peut-être, petite sœur? Oui, je dois dire que c'était une année forte en émotions. J'en ai pleuré quand je suis revenue, j'étais triste de partir. C'était par moments j'en avais ras-le-bol, par moments j'aimais ça. Euh, Ça fait partie aussi, je pense, d'un voyage. Je sais pas si c'est qu'en Afrique, là, j'ai eu l'occasion de le vivre, mais ça fait du bien de passer par ces hauts, ces bas. Ça fait apprécier vraiment. Moi, je m'y suis sentie bien et c'est pour moi des moments que je chéris encore énormément. Heureusement, grâce à cette émission, ça m'en a fait beaucoup rappeler. Et ouais, une séquence assez forte en émission pour toi, hein, tu es resté quand même assez longtemps là-bas. En tout cas, je te remercie vraiment d'être passé dans mon podcast. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, et puis à la prochaine, Loïs, peut-être pour nous parler de tes futurs voyages, puisque tu vas partir. Hein. Oui, c'est prévu cette année, effectivement. Un peu moins longtemps qu'un mois, mais ma foi, on fait comme on peut. C'est déjà pas mal, tu nous raconteras tes aventures canadiennes, aucun doute que ça va être un peu différent que l'Afrique. Ouais, mais je me réjouis, je vous raconterai ça, promis. Ok, alors merci beaucoup. Hein. Mais de rien, pas de quoi. Et merci d'avoir écouté ce très long interview de Loïs qui nous a parlé de l'Afrique. Alors je vais vous parler de quelques toutes petites nouveautés qu'il va y avoir dans le blog et des prochaines interviews qu'on va avoir. Alors au niveau des nouveautés, j'ai pensé mettre une galerie dans laquelle chaque voyageur qui vient dans l'émission pourra poster ses photos. L'intérêt, c'est que vous ayez une petite image en plus d'avoir l'audio, ça peut aider et pourquoi pas vous donner envie de voyager. Au niveau du site, pas grand chose de nouveau sinon, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires, j'ai besoin de savoir comment vous trouvez mon émission. Au niveau des interviews, il y a eu pas mal de contacts qui ont été pris ces temps, notamment un auditeur de Panama qui a pris contact avec moi et qui viendra dans l'émission nous parler de ce pays que je ne connais absolument pas. On va aussi avoir un journaliste multimédia suisse qui a l'habitude de voyager pour son travail, qui va venir et qui va nous expliquer quelles sont les contraintes qu'on a quand on voyage, non pas seulement pour s'amuser ou pour connaître, mais aussi pour gagner sa vie et faire des reportages. On va aussi avoir l'interview de 3 jeunes qui sont partis au bout du monde aller surfer. Ils ont fait un reportage absolument magnifique et on va en parler avec eux. Sinon, pas mal de contacts ont été pris. On devrait parler du Japon, on devrait parler de voyager en famille, on devrait parler des voyages plongés en juin avec un ami. Enfin bref, vous voyez, les prochaines émissions sont déjà préparées, sont pas encore enregistrées, ça prend beaucoup de temps, mais normalement on devrait atteindre notre rythme de croisière de 2 émissions par mois à peu près. Je vous remercie encore de m'avoir écouté.
Partagez ça avec vos amis, partagez ça avec le web. N'hésitez pas, si vous en avez le désir, à venir dans mon émission. Le partage, c'est le web, et le partage du web, c'est VoyageCast. Merci de nous avoir écoutés.